Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3, l'émission 100% blockchain comme chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin à 10 heures en direct sur Twitter, sur Twitch et sur LinkedIn. Donc avant de commencer, je compte sur vous, si ça n'est pas déjà le cas, de vous abonner au réseau sur lequel vous nous regardez. Pensez également à activer la cloche, pensez également à mettre un like, pensez également que l'émission est interactive et qu'à tout moment, vous pouvez interagir dans les commentaires ou dans le chat. Et puis évidemment, avec mes invités, on essaiera de répondre au mieux à toutes vos questions, à vos demandes de précision. Et n'hésitez pas aussi à donner votre avis parce que, eh bien, en GM Web3, on s'engage, on prend des positions. Parfois, on se trompe, mais en tout cas, on n'a pas de problème et on fait toujours toutes nos analyses sans filtre et sans concession. Et puis ensuite, évidemment, on vous laisse à disposition justement ces analyses. Alors, aujourd'hui, on a un programme assez exceptionnel. J'attends cette émission depuis, un petit bout de temps, je ne vais pas vous le cacher, puisque d'abord, je vais recevoir dans quelques minutes, Louis-Alexandre, de Froissart avec lequel on va, échanger ensemble, sur, tous les enjeux autour de la gestion de patrimoine, évidemment avec un focus crypto, mais pas seulement, et puis on ne pourra évidemment pas s'empêcher de parler eh bien, de ce qui se passe en ce moment, puisque Bitcoin vient de taper un nouvel ATH, un nouveau prix record en dollars. Ce n'est pas le cas en euros, on y reviendra tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai mis cette petite casquette Bitcoin pour fêter ça avec vous. Et puis à 11h30, j'aurai le plaisir de recevoir CypherTux, qui est un petit peu l'enquêteur en chef, l'un des seuls à travailler nuit et jour. D'ailleurs, je vous le dis, il n'a pas dormi cette nuit, puisqu'on a parlé jusqu'à 4 heures du matin pour préparer cette émission. Voilà, puisqu'il enquête, il travaille sur ce qui se passe autour de ces 80 000 bitcoins qui ont été voilà, mystérieusement transférés après près de 14 ans d'inactivité. Qu'est-ce qui se cache derrière? Je ne vous en dis pas plus, mais c'est du lourd. Alors, avant de commencer, je vais évidemment vous parler du partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira, que vous connaissez sans doute maintenant, puisque eh bien, c'est le partenaire de cette émission depuis plus d'un an. Alors, l'école blockchain Alira, qu'est-ce que c'est? C'est un peu l'école de référence si vous souhaitez vous former au métier des nouvelles technologies, donc principalement la blockchain et l'intelligence artificielle. Donc, pour cela, ils ont développé plusieurs modules de formation. Un sur la blockchain, sur lequel vous avez des modules de consulting, de développement informatique, un module de finance décentralisée, un module qui vous aide, qui vous donne les compétences pour analyser un projet crypto. Concernant l'intelligence artificielle, vous avez deux modules. Un module consulting, là aussi, pour accompagner les entreprises dans leur transition sur l'intelligence artificielle. Et puis, bien sûr, développement IA pour coder les applications IA de demain. Vous pouvez faire cette formation seul, vous pouvez également la faire dans le cadre de votre entreprise. Donc ça, c'est important. Au niveau du financement, parce que c'est le nerf de la guerre, ce sont des formations qui ont une grosse qualité, dont elles ont un coût. L'avantage, c'est que eh bien, la plupart des formations sont certifiées par le ministère du Travail et donc elles vous donnent droit à tout un tas de financements. Moi, par exemple, j'ai fait ma formation en consultant blockchain il y a à peu près 1 an et demi et je n'ai rien payé. Elle a été entièrement prise en charge par France Travail. Voilà. Donc pour le coup, renseignez-vous sur vos droits à la formation. Soit en tant qu'entreprise, soit en tant que particulier. Et puis, prenez rendez-vous avec l'école Alira pour c'est très simple, vous appuyez sur le petit bouton ici, rendez-vous, vous prenez rendez-vous, là il y a de la place à partir de mardi, vous utilisez le code GRM100, ce qui vous permet de bénéficier d'une remise de 100 € sur l'ensemble des formations disponibles, et puis voilà, renseignez-vous auprès d'eux sur quelle est peut-être la formation eh bien, la plus proche de vos ambitions, celle aussi peut-être qui s'adapte le mieux à votre emploi du temps. Mais bon, voilà, en général, rassurez-vous, les formations, c'est le soir après le travail. Donc, ça, on a aussi bien des personnes qui travaillent que des personnes qui sont sans emploi. Vous aurez l'occasion d'ailleurs de me retrouver dans cette formation, puisque je m'occupe de toute la partie marketing Web3 et personal branding dans cette école. Donc voilà, ça me tient à cœur de vous en parler.
Alors les amis, si vous avez fait ce que vous avez à faire, c'est-à-dire, liker, retweeter, commenter, tout ça, bah, je vous propose qu'on commence et qu'on, reçoive, mon invité du jour, mon premier invité du jour. Il s'agit de Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour à Jérémy. Ben, je suis chaud, surtout qu'il y a une musique d'attente qui est entraînante. Donc là, ça y est, c'est monté d'un cran, 120 pulsations minute. Je suis prêt à remonter sur le ring et à distribuer les uppercuts comme j'ai pu le faire à Auxerre en début d'année. Et puis à Lira, écoutez, à Lira, je me suis inscrit chez Alira en 2021. Je me suis inscrit là-bas et parce que je pensais que c'était difficile de parler crypto à des clients, même si c'est pour aller sur le Bitcoin, sans savoir exactement ce que c'était qu'un rug pull, sans savoir ce que c'était qu'un LP token, sans savoir tout ça. Et c'était passionnant et je les attendais sur un sujet qui est le mien, qui est l'économie. Et c'est là que j'ai pu juger du sérieux et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que même sur l'écho, ils étaient pas déconnants. Alors, seule chose que je connaissais pas, je peux pas trop juger, mais sur l'écho, ils étaient pas trop déconnants. Et ça a été une grande joie de faire cette formation. Et aujourd'hui, on a un lien un peu particulier chez nous avec Montaigne Conseil et Patrimoine, puisque Paul Rocky, qui est professeur remplaçant de Pascal Talaridas sur la DeFi, fait partie de notre équipe. Voilà pour le lien avec ce que tu viens de présenter sur le lien de parrainage. Absolument, ouais, écoute, merci en tout cas, alors oui, c'est des retours qu'on a, régulièrement et c'est vrai que j'aurais pu, vous parler évidemment de tous ces intervenants, chez Alira, que ce soit les formateurs qui se succèdent, mais aussi tous ceux qui se succèdent au micro, de Daniel, le lundi soir dans Bitcoin, dans Alira Talk et en fait, ça vous permet, voilà, d'être mis en contact, directement ou indirectement avec des vrais professionnels en fait de la blockchain, des gens qui travaillent dedans, des gens qui ont développé des projets. Voilà. Donc ça, c'est important. Ça permet d'avoir une vraie pluridisciplinarité par rapport à ça. Donc voilà. Alors Louis, tu étais déjà J'interviens venu dans mercredi soir. J'interviens mercredi Pardon. soir, tu vois, dans le parcours de Là, formation. mercredi prochain. Ouais, mercredi prochain, Excellent. Voilà. dans le Là, donc, programme consultant si même, blockchain. Voilà. Et puis, si même Louis parvient, accessoirement, ouais. je suis aussi professeur. Je suis professeur à l'OREP, qui est une université de gestion de patrimoine, puisque je suis très Alors, content on que va y depuis un revenir, an, Louis, t'inquiète voilà. pas, laisse-toi guider, t'inquiète pas, on va y revenir. Évidemment, on va commencer d'abord par te présenter, mais merci en tout cas voilà, pour ce trait d'union avec cette introduction. Donc, Louis, tu étais déjà venu dans l'émission Oui, il y a un an à peu près. On s'était intéressé à toi, à ton parcours, à ta vision de l'écosystème. On avait parlé aussi déjà à l'époque un peu de gestion de patrimoine. Et puis, on s'est dit ensemble il y a quelques semaines que c'était pas complètement déconnant de faire une petite mise à jour. Et donc, je suis oui. très heureux de te recevoir à nouveau dans l'émission. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, il y en a encore peut-être un ou deux, hein, on ne sait jamais, malgré voilà, cette doudoune flamboyante, cette moustache sublime, et il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, peut-être pour poser un petit peu le décor, te présenter brièvement à notre audience et notamment sur ton parcours qui t'a mené à la gestion de patrimoine et à la crypto et à Bitcoin. Voilà, prendre quelques minutes, comme ça, on sait un petit peu à qui on a affaire. Je suis né à Bordeaux en 1969. Bon, après, je vais passer rapidement sur ma jeunesse. Et je suis l'exemple de quelqu'un qui a été poursuivi par les études plus que les études, enfin, qui n'a poursuivi des études. Et je suis rentré dans la vie active très jeune, à 21 ans, dans l'aéronautique, et sans avoir aucune idée de ce que j'allais faire plus tard. Et en 2000, non, en 1996, je rentre par hasard dans une société qui s'appelait à l'époque Norwich Union, qui faisait du conseil financier. Je monte des échelons assez rapidement et en 2002, j'ai un courtier qui me dit, Louis, il faut que tu fasses absolument une formation dans un troisième cycle de gestion de patrimoine. Tu es à Montpellier, Clermont, c'est pas très loin, c'est 3h30 de voiture. Ça se passe une semaine par mois. Je redécouvre les études et là, tu vois, l'éclair, la passion vers la formation, je sors avec mention dans les 5 premiers, donc vraiment passionnant. Et je dis que je ne peux pas rester en tant que salarié pour partager tout ce que j'ai appris. Donc je prends la décision à l'époque, en 2003,
de démissionner, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas les ruptures conventionnelles. Donc, je prends la décision de démissionner parce que je voulais pas me faire virer, je voulais pas arrêter de bosser, me faire virer comme beaucoup de mes collègues à l'époque. Je démissionne et je crée ma boîte en 2003. Et voilà, j'ai une croissance à peu près classique jusqu'à la crise de 2008-2009. Et puis, je m'associe parce que j'étais un peu inquiet. Et en 2014, alors que je devais vendre l'autre partie de ma boîte, avec les 3 salariés de l'époque, on reprend le capital. Et en 2014, on décide un changement, un pivotement en disant, ça serait bien qu'on puisse faire quand même des honoraires de conseil. C'est-à-dire vendre des produits, être payé par des ventes de produits, c'est bien. Mais si on ne met pas en avant l'honoraire, on ne peut pas être vraiment indépendant. Et en 2014, on Oui, parce que, change complètement de pardon, paradigme. on en avait parlé la dernière fois et c'est important pour celles et ceux qui nous écoutent, puisque moi j'ai fait du courtage pendant des années. Enfin, tu as 2 modèles de rémunération. Tu as le modèle Oui, des, on va dire, classiques, des oui, courtiers, ouais, où ils te vendent un produit, par rapport à une sélection, qu'ils ont négociée avec leurs partenaires et ouais. bah, ils ont un choix évidemment, limité, et souvent ils te vendent le produit sur lequel il y a le plus de commissions, on va pas se mentir. Bon, heu, quand même, ça joue quand même beaucoup dans les Oui, oui, objets. ça joue beaucoup, ça joue beaucoup, Et, ça joue beaucoup. ça ne veut pas dire que le produit est moins bon, ça veut dire qu'il est quand même vendu, parce que c'est celui sur lequel le pourcentage de com, comme on dit, est un peu plus important. Et donc l'avantage des honoraires, c'est qu'effectivement, ça vous laisse une plus grande liberté, puisque bah, peu importe ce que vous vendez, de toute façon, vous êtes payé à l'heure ou au forfait, j'en sais rien, peu importe. Par contre, à côté de ça, bah, tous les clients ne peuvent pas se permettre de payer des honoraires. Donc Oui. peut-être ça vous oblige ou ça vous encourage en tout cas à aller chercher une cible de clients bah, qui est différente et qui est peut-être habituée aux honoraires. Alors, on a fait 2 choses. On n'a pas voulu se couper des gens qui n'avaient pas trop les moyens. Et c'est pour ça qu'on a découpé le conseil à la demi-heure. Aujourd'hui, si tu veux faire une demi-heure de conseil avec quelqu'un du cabinet, tu payes 150 euros et tu as une consultation sur un sujet. Et tu vois, par exemple, quand je pense à des gens pour la déclaration d'impôt qui ne savent pas s'il faut rattacher ou pas un enfant majeur au foyer fiscal, c'est souvent un enjeu qui est de l'ordre de 1200 à 1300 euros. Je pense que ça vaut le coup de dépenser 150 euros pour savoir si tu vas payer ou non 1200 ou 1300 euros. C'est un exemple. Donc, en 2014, on n'a pas encore mis ça en place, mais en tout cas, on sait qu'il faut qu'on fasse des honoraires et qu'on développe cette partie-là. Pourquoi je dis ça? C'est parce que entre 2003 et 2014, on a une croissance régulière, mais pas forcément quelque chose qui change. Et puis, à partir de 2014, peu à peu, quand l'équipe prend conscience de toute cette nouvelle possibilité, on va pouvoir proposer des produits sur lesquels il n'y a pas de commission. Et les premiers, c'est qu'on regarde beaucoup le crowdfunding immobilier en 2013-2014. À l'époque, c'était super rentable. Donc ça, on en a proposé un petit peu. Et puis, à partir de 2015, je fais un événement, moi, qui s'appelait Bordeaux FinTech. On parle de FinTech à Bordeaux. Et là, je pense que on peut pas faire un événement sur la FinTech sans parler de Bitcoin. Et en 2015, on commence à parler de Bitcoin. En 2016, on en parle un peu à nos clients. C'est-à-dire, moi, je dis à des clients, vous avez 5% d'or. Ben, si vous avez 5% d'or, gardez 3% d'or et mettez 2% de Bitcoin dans cette portion-là de votre Alors, patrimoine. on ne peut pas parler Ouais. de Bitcoin sans que tu nous expliques comment toi, rapidement, tu l'as découvert, parce que c'est pas si Ah évident oui. que ça. Alors moi, je suis curieux de nature. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, quand j'étais chez, j'ai vendu des copieurs à une époque pendant 2 ans. Quand j'arrivais dans une salle d'attente, tu vois que si j'avais un journal sur le BTP et je devais attendre, ben, je lisais le journal sur le BTP. Et si j'allais chez un prothésiste dentaire et que je voyais un truc sur du matériel dentaire, pour dire le truc, hein, ben, j'ouvrais, je regardais. Moi, j'ai toujours été curieux de tout. Et bien sûr que j'ai vu en 2011-2012 des petits articles sur Bitcoin. Bon, ça me faisait, enfin, je passe à côté. Et puis, en 2014, je vois l'affaire Silk Road. Et pour moi, il y a toujours un truc, je trouve que souvent, les malfrats, quand ils choisissent un système, c'est souvent un système solide. Donc Silk Ils Road, avaient- on rappelle, hein, c'était la marketplace créée par Ross Ulbricht qui permettait à l'époque d'acheter des biens illégaux, hein, on peut le dire, Oui, sur oui, Internet, et dont le paiement se faisait essentiellement en Bitcoin. oui. Tu vois, par exemple, les GoFast sont beaucoup faits avec des Audi notamment parce que les Audi avaient des airbags qui se déclenchaient un tout petit peu plus tard. Donc, vous pouvez pousser des voitures avec. Et c'était des voitures qui étaient super fiables à l'époque, donc plus fiables. Donc, tout ça, c'était des choses. Je me disais, tiens, bon, s'ils ont essayé ça, ça doit être pas mal. Alors, bon, j'espère qu'il n'y a pas que ça. Et c'est comme ça que j'identifie. C'est pour ça qu'en 2014, j'identifie ça et je me dis, bon, là, il faut creuser parce que ça fait déjà 5 ans que ça existe. Enfin, en 2015, ça fait 5 ans que ça existe. Je peux pas avoir un événement sans que quelqu'un vienne parler de Bitcoin. Et à l'époque, c'était un garçon qui s'appelait Gonzague Grandval qui vient parler de ça.
En 2016, je fais la rencontre d'Adli Takal-Bataille, que certains d'entre vous connaissent, qui est un peu un ovni, un garçon qui a une maîtrise de lettres classiques, hein, latin grec, et qui est pareil, qui est passionné de Bitcoin, qui me fait rencontrer par la suite Jacques Favier. Donc là, moi, je suis dans mes rendez-vous ratés avec Bitcoin. C'est-à-dire que je commence à écrire dessus, mais pour des raisons toutes bêtes, parce que c'est beaucoup plus compliqué à l'époque d'en acheter. Je passe à côté en 2016-2017. Puis, en 2017, j'identifie une information que la communauté ne voit pas arriver. C'est l'information qu'en janvier 2018, tu vas pouvoir faire des dérivés sur Bitcoin. Et tu ne vas pas les faire n'importe où, tu vas les faire sur un marché qui est le marché des matières premières. C'est Chicago, le marché des dérivés sur les matières premières, puisque Bitcoin est considéré par les Américains comme une matière première. Et donc, le Chicago Commodities, ils Mercantile... appellent ça. Là-bas, ils Hein. appellent ça commodities, Ouais, en ouais, exactement. comparaison avec les securities, donc les titres financiers dont on parle beaucoup. Exactement. Donc, comme c'est une commodity, tu vas faire les dérivés au Mercantile Stock Exchange de Chicago, que j'avais visité quand j'avais 18 ans à l'époque. Et je sais très bien que là, dans ces cas-là, il y a des gens qui s'appellent Goldman Sachs qui vont shorter comme des malades parce que c'est les seules choses qu'ils peuvent faire. C'est des gens qui ont commencé toujours quand ils comprennent pas un actif ou qui sentent qu'il y a une bulle, ils commencent par shorter pour voir un peu comment ça se comporte. Donc pour moi, je sais qu'en janvier 2018, on va se prendre une claque magistrale. Donc en 2017, je sais que ça va être une thèse d'investissement pour moi, mais je vais attendre que ça parte au tapis. Et donc, je laisse passer 2018 et en 2019, je fais enfin mes premiers achats de Bitcoin et je découvre un monde. Et c'est pour ça que je vais dire aux gens souvent que si les gens ne sont pas encore rentrés dans la crypto, alors je sais qu'il y en a peu ici dans la chaîne, mais souvent les gens me disent ah il faut que j'étudie avant de faire mes achats ou je fais mes achats, je verrai après. Et en fait, souvent c'est l'idéal, c'est faire les deux en même temps. C'est-à-dire que j'achète et je me renseigne. Souvent d'ailleurs, c'est rare que notre lecture soit efficiente si on n'est pas un peu, si on n'a pas un peu la skin in the game. Et donc, en 2019, donc, je fais mes premiers achats. Je n'avais pas tout compris encore. Et je commence à apprendre. 2020, c'est ma première ledger. Donc là, tu vois, je commence à rentrer dans la problématique de conserver soi-même ses cryptos. Et 2020, c'est aussi le confinement. Donc, je fais des webinaires, je commence à faire des webinaires. Et là, j'invite tout un tas de gens sur le sujet. Et je veux vraiment encourager mes clients à acheter. Et puis en 2021, j'essaie de trouver un partenaire, ça se passe pas comme je voulais. Et donc, c'est pour ça qu'en 2021, on crée un produit qui est l'accompagnement, le conseil en cryptoactifs. Et c'est ce qui aujourd'hui, tu vois, on a fait un tout petit chiffre d'affaires en 2021, c'était même pas la peine. Enfin, 2022, ça commence un petit peu. Et là, en ce moment, sur 2025, cette partie de conseil crypto va représenter un quart du chiffre d'affaires de notre société, puisque aujourd'hui, on a une équipe de 3 personnes qui sont dédiées à ça. Entre-temps, bon, la société a cru, hein, on est une dizaine de personnes aujourd'hui, on va faire 1,3 million de chiffre d'affaires cette année. Et dans ces 1,3 million, tu vois, la crypto représente non seulement 70% de la croissance, et va représenter un quart du chiffre d'affaires parce que on a développé tout un tas de services autour de la crypto. Et pour terminer sur la partie conseil, on fait beaucoup de conseils pour des patrimoines un peu importants, avec des lettres de mission et des abonnements en accompagnement, mais aussi on a mis la demi-heure de conseil disponible avec quelqu'un de l'équipe à 150 euros. Et puis, Ok. bon, moi, c'est un petit peu plus cher. Voilà. Bon, l'idée, c'était voilà, surtout de comprendre un peu ton parcours, et ça s'est fait de façon itérative. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on va s'intéresser un petit peu aux enjeux du moment, j'allais dire. Oui. On s'était vu il y a un an et demi, je ne sais plus exactement, mais entre-temps, il s'en est passé des choses. Euh, Mhm. Peut-être au niveau du contexte, disons géopolitique, avant même de parler du contexte de marché ou même de la réglementation qui a aussi évolué. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces 12 derniers mois? Quel a été peut-être voilà, l'événement qui a le plus refaçonné ou qui a le plus fait évoluer ta vision de l'écosystème crypto, s'il y en a un? Je pense, si tu veux, qu'il y a un sujet que les gens n'ont pas forcément, n'identifient toujours pas vraiment. C'est c'est la Russie.
Euh, c'est pour moi le point le plus important parce que je vois des choses qui sont arrivées en Russie et j'en ai parlé sur le plateau de BFM Crypto. Euh, et depuis l'année dernière, je pense que la Russie peu à peu fait son coming out là-dessus. Et les gens ont pu voir que effectivement, il y avait euh, euh, la Russie qui avait à peu près 13% de la capacité de minage mondiale. Et il y a eu des lois très importantes qui ont été faites par l'administration là-bas. Les régions qui sont excédentaires en production d'énergie sont encouragées à miner du Bitcoin. Les régions qui sont déficitaires en termes d'énergie ont interdiction de miner du Bitcoin. Tu vois, ils ont fait un plan C'est pragmatique, euh, quoi. C'est pas très dogmatique. pragmatique. Vraiment, ça dépend Voilà. de la situation. Alors, je te laissais continuer parce que la Russie, en tout cas, il y a la Russie, il y a le conflit Oui. Après, ukrainien. je vais terminer sur l'autre sujet qui est le décembre l'année dernière, où, si tu veux, on a ce vrai sujet, ce vrai sujet de la monnaie et la monnaie d'échanges internationaux. Et, et donc là, on se rend compte qu'en décembre 2024, euh, Poutine dit «Kto może zapłacić Bitcoin? Nitko». Ça veut dire en français, qui peut interdire Bitcoin? Personne. Et donc, pour moi, ce qui est très intéressant de voir là-dessus, c'est je parle pas de l'avis, je parle pas du conflit, de choses comme ça. Je parle juste de vraiment la partie adoption Bitcoin. Et ce que je veux dire, c'est que quand Poutine, qui est quand même quelqu'un d'assez puissant, dit qui peut interdire Bitcoin? Personne. Et qu'il encourage les entreprises russes à aller adopter Bitcoin pour les paiements internationaux, pour moi, c'est le déclic de l'adoption de Bitcoin comme une monnaie de réserve d'échanges internationaux pour les gouvernements non alignés et les entreprises. Et c'est ça qui ouvre vers la voie vers 1 million de dollars de la valorisation de Bitcoin. On me dit, ouais, mais pourquoi sur quoi tu bases le fait que Bitcoin va atteindre 1 million? Mais moi, je base ça sur l'usage qui change. On a eu les back-end, on a eu les newbies, on a eu les gros patrimoines, on a eu les institutionnels. Là, on est dans les institutionnels. Eh bien, demain, on a Bitcoin qui est utilisé comme une réserve d'échange international pour le commerce international. Voilà. Alors, il faut. Alors, c'est vrai que je te laissais continuer sur la Russie parce que je voulais voir où tu voulais en venir. Donc, il y a l'enjeu du minage. Il y a l'enjeu, et ça pour moi c'est un enjeu majeur, c'est que c'est la première fois avec ces sanctions internationales qui touchent la Russie depuis le début du conflit ukrainien, on en a parlé sur la chaîne souvent, c'est que c'est la première fois que le pétrole, d'accord, et que le gaz russe ont été échangés dans autre chose que du dollar. La dernière fois que c'était arrivé, c'était l'Irak en 2001, ça s'est pas très bien terminé. Bon, donc là l'avantage c'est que la Russie, ils sont un peu plus forts que l'Irak, donc les États-Unis peuvent pas forcément venir les remettre dans le droit chemin, mais la réalité c'est que ça change énormément de choses et je te rejoins là-dessus et je suis pas surpris que tu aies pris cet exemple-là parce que ça rebat les cartes de la géopolitique et notamment la place et le pouvoir du dollar. On comprend sans doute pourquoi Trump met autant d'engouement dans les stablecoins, on y reviendra tout à l'heure. Oui. En revanche, j'ai pas connaissance que ces échanges de matières premières aient été faits en Bitcoin. Pour ma part, je crois qu'ils ont été faits soit dans la monnaie chinoise, soit dans la monnaie russe. Même les BRICS, paraît-il, pensent à développer leur propre infrastructure de paiement. J'ai pas eu vent que ce soit Bitcoin. Donc le lien que tu fais entre Bitcoin, personne ne peut l'interdire, et le rebattage des cartes monétaires où on peut désormais s'échanger notamment du gaz et du pétrole en autre chose que du dollar. Le lien que tu fais, est-ce qu'il n'est pas, pour l'instant en tout cas, artificiel? Non, il n'est pas artificiel pour la raison, c'est que, bon, moi, les infos que j'ai, c'est qu'il y a déjà eu des tests. Il y a eu des incentives très clairs de Poutine là-dessus. Et il y a eu des mouvements avec l'Iran. Ça, c'est sûr. Voilà. Les analyses on-chain nous laissent penser que l'Iran et les Russes ont déjà fait des transactions Ok. là-dessus. Euh,
L'Iran qui est Donc voilà, aussi sous sanction internationale voilà. massive. Hein, Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, ça c'est le sujet pour moi qui est pas un sujet le plus, comment dire, c'est pas, je prends pas ces pays comme des exemples. Je dis qu'aujourd'hui, euh, Satoshi Nakamoto, quand il a vu comment on utilisait Bitcoin, tant pour Snowden que pour Silk Road, ça l'a pas enchanté. Euh, on a, je pense, on aurait la même chose aujourd'hui en disant c'est pas forcément ce qui enchanterait tout le monde aujourd'hui de voir la Russie qui se sert de Bitcoin. Mais c'est pas ça que je regarde moi derrière. Ce que je regarde, c'est qu'on a une unité de compte qui est libre, une unité de compte qui est neutre, une unité de compte qui est à disposition de chacun. Une unité de compte qui est en fait accessible à tous, aussi bien au Nigérian qui ne veut pas se soumettre à la monnaie numérique de banque centrale qu'au Chinois qui ne veut pas se soumettre au crédit social. Et peut-être que demain, nous, aujourd'hui, on a un gouvernement qui est bon, qui menace plus ou moins nos libertés, mais peut-être pas forcément comme dans d'autres pays. Et peut-être que demain, on sera très content vis-à-vis de l'imposition d'un euro numérique d'avoir conservé une réserve de valeur. Donc, ce que je regarde, c'est les expérimentations qu'il y a autour de tout ça et comment tout ça est traité, comment tout ça est amené. C'est ça aujourd'hui qui ouais, me ouais, motive dans l'adoption. c'est clair. On va continuer un peu la partie un peu actu parce qu'il y a Oui, plein de sujets et je vois en plus que c'est des sujets qui t'intéressent et qui te passionnent et moi aussi, donc on pourrait passer des heures dessus. Mais allons plus loin, tu viens d'aborder justement le sujet des CBDC. La Banque centrale et la Commission européenne ont encore récemment publié un nouveau rapport. Alors c'est assez régulier dans lequel ils nous expliquent un petit peu qu'ils sont en train de faire des tests, qu'ils ont mis autour de la table plein d'acteurs différents, des acteurs privés, des acteurs publics, etc. Pour l'instant, on se dirige effectivement vers la CBDC, même si on voit que les banques commerciales, elles sont pas super contentes parce que ça va leur coûter une blinde, et aussi parce que finalement, ça va être un peu leur concurrent, parce que bon, oui. ça passera pas par les banques commerciales, il faut bien le comprendre, l'euro numérique, c'est une nouvelle infrastructure de monnaie, hein, d'accord, qui va être parallèle à celle de l'euro qu'on connaît aujourd'hui, et qui passera pas par les banques commerciales. Donc, pour eux, les Ça banques leur enlève des fonds propres. Tu sais c'est que ça ça, leur problème il y a des problèmes de fonds propres derrière. Hein. c'est ça. C'est pas neutre. Hein. Et Et puis, donc, ça va les rendre encore plus dépendantes. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, ce que les gens voient pas, c'est que ça va les rendre des banques commerciales encore plus fragiles et dépendantes de l'organisme central. Donc, la centralisation, elle est double, puisqu'elle est dans la fragilisation du réseau et la centralisation tant pour nous que pour les banques. et d'ailleurs, ça pose une question que j'aimerais te poser. Moi, j'y réponds souvent avec beaucoup de conviction et je sais que c'est un débat intéressant. C'est que dans tous les cas, la souveraineté, on l'a pas dans cette histoire. Que ce soit avec Non. l'euro classique qui passe par les banques commerciales ou alors l'euro numérique qui passe par un pouvoir technocratique pour la plupart non élu. Dans tous les cas, on n'a pas la souveraineté. Mais à choisir entre dépendre d'entreprises privées, et ça fait le lien entre stablecoin contre CBDC, par exemple, entre choisir de laisser sa souveraineté dans le privé, qui dépend de la concurrence, qui dépend de la réglementation, etc., et la laisser entre les mains d'une autorité quasiment incontrôlable. On a vu hier la tentative de motion de censure sur la von der Leyen. Bon, visiblement, il y a peu de gens veulent que ça change. Donc, toi, si tu devais choisir entre les deux, est-ce que tu choisirais déjà? Et si oui, tu te pencherais plutôt de quel côté, toi? C'est évident que moi, je suis quelque part amoureux de la liberté dans tous les sens du terme. Si j'habite en Vendée, c'est aussi parce que j'aime ce peuple qui a accepté le sacrifice pour sa liberté. Euh, Aujourd'hui, si tu veux, les banques commerciales ont montré leurs limites et le système a montré ses limites avec sa fragilité. Bon, nous, dans la gestion de patrimoine, depuis 2008, on est sensibilisé à ça et on fait vraiment diversifier le patrimoine de nos clients. La diversification, c'est souvent la clé de tout. Et quand en 2011, on disait aux gens, en 2010, il faut que vous ayez un petit peu d'or dans le patrimoine, l'once d'or était à $600 à l'époque, hein, juste pour rappel. On nous disait, bon, de toute façon, ça sert à rien, ça fait pas de revenus, ainsi de suite. Donc, quelques années plus tard, aujourd'hui, on est largement au-delà de $3000. Mais je préfère un système privé régulé plutôt qu'un système public centralisé. J'ai pas une passion pour le communisme. Hein. Je suis plutôt anticommuniste notoire, puisque je pense que c'est eux qui ont fait le plus de morts, hein, 100 millions de morts hein, aujourd'hui dans le monde.
Et donc, je ne suis pas tellement de ce côté-là. Je ne veux pas forcément la centralisation qui va vers une paupérisation de toute façon. Donc, oui, je préfère un système même un peu fragile, privé, plutôt qu'un système hyper centralisé. Et pour appuyer tout ça, j'ai souvent ma petite vidéo favorite. C'est un Mexicain qui s'appelle Agustín Carstens, qui est le patron de la Banque des règlements internationaux. Et cette banque qui est basée à, cet organisme qui est basé à Bâle, édicte des règles, et c'est lui qui dit que quand on a un billet de 1000 pesos ou de 100 dollars, on ne peut pas dire où est-ce que ça va. Alors que quand on a un euro numérique, on peut avoir, il dit bien le mot, un contrôle total sur là où va la monnaie. Donc, ce qu'on nous propose, c'est un gouvernement totalitaire. Totalitaire Mmh. sur nos dépenses. Donc, il est évident, je ne peux pas valider quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, je crois qu'on partage ça, évidemment. Alors, je t'ai donné un choix un peu cornélien, évidemment, même si le choix, à la fin, on se retrouve. Bon, le choix ultime, c'est finalement euh, une monnaie, j'allais dire souveraine, une monnaie qui ne dépend de personne. Et là, ça nous ramène évidemment à Bitcoin. Toi, aujourd'hui, tu vis en Bitcoin. Est-ce que tu es petit à petit, tu tends vers un maximalisme de Bitcoin comme on voit de certains, ou est-ce que voilà, en Europe, a fortiori en France, ça reste quand même compliqué, j'imagine pas. Comment tu arrives à mixer un peu ces idéaux de souveraineté monétaire individuelle avec la réalité du quotidien où tu peux pas forcément toujours faire ce que tu veux avec du Bitcoin? Alors d'abord, il faut être souverain en son domaine, c'est-à-dire que c'est bien d'être quelqu'un qui se cultive, qui regarde ce qui se passe dans le monde et qui transmet à sa descendance, puisque moi j'ai une nombreuse descendance, qui transmet à sa descendance ses valeurs. Donc souverain en son domaine, idéalement avec un peu une maison avec un petit peu de terrain pour pouvoir, le cas échéant, produire un petit peu d'énergie, un petit peu de et une subsistance, hein, sans qu'on soit dans le survivalisme. C'est toujours bien aussi de se rendre compte y compris avec les enfants, de combien de temps une tomate ça met pour pousser, une courgette ou choses comme ça, pour des choses extrêmement simples. Et puis, même si tu as un chauffage qui n'est pas à l'électricité, bah, si tu sais que si ton électricité est coupée, tu n'as plus de chauffage, donc c'est bien d'avoir une petite réserve d'énergie. Maintenant, sur les aspects patrimoniaux, moi, il est évident que plus j'ai appris à connaître Bitcoin, plus j'ai été impressionné. C'est-à-dire, plus je rentre dans Bitcoin, un des éléments où j'ai encore été ébloui, c'était l'année dernière quand j'ai lu L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars. J'ai encore franchi une étape et depuis, j'ai encore découvert des choses et je trouve que c'est une invention qui est quand même d'une beauté exceptionnelle. Donc, oui, dans mon patrimoine crypto, aujourd'hui, mes flux vont quasi exclusivement vers Bitcoin. Pour l'instant, je fais quoi? Je pars du principe que pour l'instant, j'ai encore un tout petit peu de souveraineté sur mon patrimoine autre que Bitcoin. Donc, avec mes petits moyens, parce que j'ai quand même beaucoup d'enfants à assumer, ben, je constitue mes moyens d'obtenir des Bitcoins, tant par des achats, mais aussi par du mining, hein. On a depuis 3 4 ans développé une expertise du domaine-là. Mais il est évident que je ne passe pas mon temps à acquérir de l'Ethereum et du Shiba et autre chose, si tu veux. La, la connaissance que j'ai eue de Bitcoin m'a fait comprendre qu'il y avait vraiment Bitcoin et puis il y avait le reste. Des projets entrepreneuriaux qui sont le reste. Je dis pas que ça prenne pas de la valeur, hein, mais je dis que c'est des projets entrepreneuriaux. Et puis Bitcoin qui est une institution en lui-même et qui est ce vers quoi je tends. Je suis pas en train de dire que tous les autres qui sont pas sur Bitcoin sont des cons. Je dis simplement qu'ils y viendront. Et beaucoup de Bitcoiners, quasi maximalistes, sont des anciens altcoiners ou shitcoiners. Parce qu'on s'est rendu compte que la proposition de valeur de Bitcoin va très au-delà. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire d'argent avec autre chose. On peut aussi faire de l'argent avec Nvidia, hein. Mais voilà. Et puis, tu vois, on s'est mis à produire de l'énergie. On s'est mis, nous, aujourd'hui, à produire des infrastructures d'énergie. Parce que c'est Bitcoin qui nous a interrogés sur l'énergie. Et voilà, tu vois, donc on diversifie là-dessus. Ouais, c'est intéressant, effectivement. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes qui ont voulu donner leur chance aux altcoins.
soit dans un souci de spéculation, en pensant qu'il y avait plus de chances que ça fasse un x10 que Bitcoin, soit parce qu'ils ont véritablement cru dans la proposition de valeur de l'altcoin en question. On va pas en nommer, mais peu importe, on parle des layer 1, on parle des layer 2, on parle de tous ces utility tokens, etc. Et puis certains, alors soit parce que le marché leur a pas donné raison ces derniers mois, soit parce que la crypto en question, elle a failli à délivrer sa roadmap ou à être adoptée en tant qu'infrastructure, etc. Et on en voit beaucoup qui disent pourquoi je m'embête en fait avec tout ça alors qu'en fait Bitcoin, alors certes, ça sera peut-être pas un x10 en quelques secondes, mais lui, le marché pour l'instant lui donne raison. Sa roadmap, elle est livrée, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc, on a, j'ai l'impression, un effet ciseau entre le marché qui donne raison, parce que c'est important, la notion de prix, on ne va pas se mentir, et en même temps, peut-être l'échec, la défaillance ou le retard pris par les infrastructures, j'allais dire concurrentes, entre guillemets, qui peinent à délivrer ce qu'elles avaient promis. Et donc, bien sûr, Ouais, vas-y. je vais te donner un exemple, tu Ouais, vas ouais. comprendre tout de suite parce que c'est des exemples qui se sont imposés à moi. Je mine du Bitcoin au Congo. Je mine du Bitcoin au Paraguay. Bon, c'est une connerie, ça. Un peu à Oman, au Canada, au Texas. Parce que ma puissance de calcul est répartie quand même dans 5 pays. Petite puissance de calcul, mais en tout cas répartie dans 5 pays. Bitcoin est par essence quelque chose de décentralisé. Et je dois reconnaître que quand j'observe la blockchain Bitcoin, je vois cette décentralisation, même si certains veulent nous faire croire le contraire. Maintenant, quand je vois un projet qui a une super équipe marketing, un super CEO, une super fondation, en quoi c'est décentralisé? Ouais, mais après, c'est là où tu vois comment dire, on revient au trilemme de la blockchain. On parle de sécurité, on parle de scalabilité, on parle de décentralisation. Et après, moi, j'aime bien le fait que chacun puisse choisir où est-ce qu'il met son curseur. Prenons l'exemple de Solana, par exemple. Bon, la décentralisation, c'est pas ouf. Il doit y avoir 1500 nœuds. Il faut payer une blinde pour faire tourner une bécane parce que c'est hyper, hyper cher. Donc, c'est pas hyper décentralisé, pardon. En termes de sécurité, bon, pour l'instant, ils n'ont pas été hackés, donc ça a l'air d'être plutôt sécure. Mais bon, ont-ils fait l'objet d'une attaque mettant des moyens importants? J'avoue, je ne sais pas. Par contre, en termes de scalabilité, pour énormément de cas d'usage, ça suffit largement, ça fait le travail, et c'est sans compter tu parlais du marketing, mais il y a aussi la partie business développement, l'adoption par des institutionnels, etc. Et donc, certains se disent, OK, ils ne sont pas décentralisés, mais bon, pour ce que j'en fais, ou pour ce qui m'intéresse en tout cas, ça suffit largement. Donc, moi, je pense qu'en ça se défend à 100%, tu vois. En revanche, il faut être conscient des limites. Oui, Notamment d'une blockchain comme Solana ou une autre, peu importe, je prends celle-ci bien parce que sûr. voilà. On, Mais on est d'accord. Et on va pas chercher les mêmes choses. voilà, mais voilà, faut être conscient de ce qu'on va chercher. Voilà. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ok. Alors, si on avance un petit peu, peut-être rapidement, si on parle de géopolitique, l'élection Oui. de Donald Trump, qui a quand même beaucoup ouvert de portes, je trouve, en tout cas, sur l'entendement, sur la notoriété, sur peut-être cette course à Bitcoin et même aux cryptos. Il le répète au moins une fois par semaine que voilà, les États-Unis seront le pays de la crypto, etc. Dans les faits, on attend encore quelques petites choses concrètes. La Mhm. réserve stratégique, elle n'est pas encore constituée. Par contre, il y a eu des lois fortes qui ont été adoptées, notamment sur les stablecoins. On a une dérégulation au niveau des cryptoactifs. On a l'abandon de pas mal de poursuites qui avaient été initiées par la SEC. Et puis surtout, voilà, on a des initiatives, des partenariats tous les jours entre énormes entreprises, soit au niveau des stablecoins, on parle de Walmart et d'Amazon pour donner que cet Mhm. exemple-là, et aussi des institutions financières qui se lancent directement ou indirectement dans les cryptos. Est-ce que tout ça, toi, depuis Nantes, depuis la Vendée, depuis la Vendée,
comment tu le vois? Est-ce que tu trouves que c'est top et que finalement ça ouvre la porte et que nous, il faut qu'on rattrape ça? Ou est-ce que tu vois un loup? J'aimerais avoir ton avis, toi qui as le recul sur le sujet. Réponse un peu longue, mais structurée, tu vas On a le voir. temps, prends ton Le temps. 4 novembre, on était sur le plateau de BFM Crypto, justement le jour d'élection, et j'annonçais que non seulement Trump serait élu, et que ça allait donner un signal extraordinaire au marché, mais c'est ce que j'ai eu la chance d'écrire dans les Échos en suivant en décembre, quand il y a eu on est passé les 100 000. J'ai dit, mais Trump n'est pas, c'est l'étincelle. Trump n'est pas autre chose qu'une étincelle qui met le feu aux poudres, mais la poudre était là avant Trump. Et aujourd'hui, je dirais qu'avec le recul, n'a pas besoin, Trump a besoin du Bitcoin, alors que Bitcoin n'a pas besoin de Trump. Et aujourd'hui, j'ai un truc qui me gêne avec Trump, c'est les délits d'initiés qu'il a fait. Et j'aurais aimé que, si tu veux, il y ait un cordon sanitaire sur l'industrie crypto et le président pour éviter que des gogos se fassent attraper sur ce sujet-là. Je ferme la parenthèse. Il est évident que l'administration Biden, on peut même se poser la question si elle n'est pas à l'occasion de la chute de SVB, de la Silicon Valley Bank. On peut dire que l'administration Biden a été l'exemple d'une hyper-centralisation. Il ne faut pas oublier que la Silicon Valley a tourné sa veste. Silicon Valley est démocrate. Hein. Elle a retourné sa veste pour rejoindre Trump parce que on attaquait sa liberté de manière extrêmement forte. Donc moi, de toute façon, je n'étais pas du tout du camp de Biden, quand on voit notamment qu'il a gracié son fils la veille de son départ du Ouais. poste. Donc voilà, des Je choses rappelle quand de, même qui... on se rappelle de Mark Zuckerberg qui, lors d'un podcast, révélait qu'on lui avait intimé l'ordre Ouais, de censurer certains contenus au moment de l'élection. On peut ouais, évidemment penser à tout ça. Donc, ouais, au niveau idéologique, alors il y a eu évidemment sans doute un choix idéologique, un choix ouais, philosophique de rejoindre Musk et Trump, parce que oui, Musk a quand même beaucoup œuvré dans le oui, sens justement des libertés fondamentales, du libertarianisme, etc. Bon, après, il y a peut-être aussi un choix d'opportunisme. oui, 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 oui. Voilà, je Bon, pense quand même que de toute certains se sont façon, dit, bon, la SEC va changer de bord, tous les pouvoirs changent de bord, puisqu'on rappelle, hein, Trump, il a la majorité partout, ouais, ouais, Sénat, Chambre des représentants, Cour suprême. Donc peut-être il y a eu aussi le côté, on n'a pas intérêt de se mettre le gouvernement à dos ouais. pour les 4 prochaines années, quoi. Voilà. Bon, maintenant, une fois que ça c'est dit, les États-Unis ont toujours été de manière financière en avance. Ils ont toujours essayé de déréguler. Moi, il y a une régulation qui m'embête beaucoup, une dérégulation qui m'embête beaucoup, c'est qu'on puisse acheter une assurance contre le défaut d'un pays, ce qu'on appelle un crédit défaut de swap, sans acheter la dette du pays. C'est un vrai scandale, notamment que Lehman Brothers a utilisé contre la Grèce, enfin contre l'Europe, pour la Grèce contre l'Europe. Attends, j'ai été un Donc, peu trop vite là, je suis désolé. Est-ce que tu bon, peux. bah, je peux détailler si tu veux. Hein. Ouais, je veux bien parce que déjà, ça date de quand à peu près? Voilà, en fait, Ouais, je veux bien que tu répètes pour être sûr qu'on a tous bien compris. quand tu achètes la dette d'un pays ou d'une société, tu peux t'assurer contre le défaut de cette D'accord. Donc, société. c'est une assurance Ça s'appelle un d'impayé. credit OK. default swap. Donc tu as le mot défaut, tu vois. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'achète de la dette française, j'ai peur que la France fasse défaut, j'achète une assurance qui s'appelle le CDS contre la France. Et si tu veux OK. savoir si la dette française est plus ou moins sécure, tu regardes le prix du CDS français. OK. Ça, ça a été utilisé de manière avec un énorme effet de levier pendant la crise de 2008 ou juste avant la crise de 2008. Et la banque qui a fait le pire usage de ça, c'est Goldman Sachs. C'est pas Lehman Brothers, c'est Goldman Sachs qui utilise euh, les commissions qu'il s'est fait payer par la Grèce. Pour faire rentrer la Grèce dans l'euro, c'est Goldman Sachs qui fait le dossier. Donc, Absolument, ouais. qui tripatouille les Voilà, chiffres. qui truque un peu les chiffres pour qu'il rentre dans les clous au moment de son intégration à l'Union européenne. OK. Voilà. Eux savent qu'est-ce qu'ils font. D'accord. Donc là, il y a un conflit d'intérêt entre celui qui fait le dossier et qui Monstrueux. s'assure sur un défaut qu'il anticipe comme Exactement. inévitable dans les années à venir, quoi. Exactement. Il faut savoir que eux, ils ont pris en Malaisie, ils ont pris 1 milliard, plus d'1 milliard de dollars d'amende. Et en Europe, ils auraient dû prendre la même amende parce qu'ils ont fait ça.
Donc moi, ce que j'aurais aimé, parce que c'était quelque chose qui était prévu, et tu vois, c'est ce qu'à la fin de The Big Short, à la fin de The Big Short, il y a un moment, il dit ouais, on a régulé les banques et tout ça. Non, je déconne. Et en fait, c'était une des choses qu'on demandait au niveau régulation, c'est-à-dire que tu achètes la dette d'un pays, tu te couvres avec l'assurance, mais si tu t'achètes pas la dette du pays, tu ne peux pas te couvrir avec l'assurance. Donc c'est ce que je veux dire par là, Il y a c'est un que rapport avec Trump dans le sens où est-ce qu'il s'était engagé à le supprimer? Est-ce que c'est récent alors ou est-ce que ça n'a rien à voir? Juste pour ça n'a comprendre. pas été remis, ça n'a pas été pendant le premier mandat Trump, ça devait être régulé, ça n'a pas été régulé. Ok. Et aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est cette dérégulation à outrance, je la retrouve aujourd'hui dans le secteur crypto. C'est-à-dire que je comprends qu'on dérégule le secteur crypto, je veux bien, mais je trouve qu'il y a des limites. Tu vois, la limite pour moi en ce moment, c'est les prises d'intérêt, enfin le délit d'initié de la famille Trump. Et je pense que moi, je suis pour une dérégulation jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la liberté de faire un certain nombre de choses, mais il faut quand même limiter Ouais, ouais, les éléments qui vont être, complètement, quoi. Ouais, je ouais, comprends. tu vois, En fait, et je voilà. pense qu'il y a eu un. Alors, peut-être je peux me tromper, mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a eu une sur-réglementation, voire même une volonté de freiner, si ce n'est pas détruire, un écosystème nouveau, innovant, avec ses limites et ses dérives, évidemment. Et en fait, comme un élastique que tu tires à ce moment-là, bah, quand Trump il arrive et qu'il dit qu'on va déréguler, peut-être qu'il va un peu trop loin dans ce sens. Oui. Et finalement, bah, ça va finir par s'équilibrer avec l'actualité. Tu sais, parfois, il suffit juste d'une affaire médiatique pour que le régulateur se réveille en disant on a peut-être été un peu trop loin. Donc, moi, je vois l'effet un peu, tu sais, comme MeToo. Tu vois, MeToo, Mm. avant MeToo, c'était sans doute intolérable et inacceptable ce qui se passait. Avec MeToo, il y a eu peut-être aussi le pendant opposé avec des dérives aussi, des accusations mensongères, etc. Et puis avec les années, aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus du tout acceptées, mais les dérives sont aussi plus difficiles à faire parce qu'on est plus conscient. Donc, est-ce que c'est pas un mal nécessaire ce côté over-régulation, trop peu pour arriver à un équilibre? Je sais pas. Je suis peut-être un optimiste. L'important, ça serait qu'on arrive à un équilibre. Parce que dans le niveau bancaire, aujourd'hui, quand tu vois les suites, quand tu vois comment la finance se comporte, euh, 15 ans après, enfin 17 ans après la crise de 2008, on n'a pas eu la réglementation qu'on aurait dû avoir. Donc la réglementation, elle n'est finalement pas vraiment arrivée aux États-Unis, hein, aux États-Unis. En Europe, voilà, en Europe, on a les champions de la régulation. On a les champions du coupage de cheveux en quatre, on a les champions, enfin, c'est-à-dire que même quand tu as une nouvelle industrie qui arrive, d'abord on va la réguler parce que c'est la seule chose qu'on sait faire. Aujourd'hui, les gens ne vont pas être élus à l'Europe, ils vont avoir un job à l'Europe. Mm. Et c'est quoi leur job? C'est de réguler, c'est de réguler, c'est de réguler, ça faire plus que ça. C'est des gens qui ne Ouais. déréguleront jamais, puisque si tu dérégules, tu leur enlèves leur job. Et donc, aujourd'hui, on a ce qui se passe aux États-Unis, qui de toute façon est le leader matière financière, et on y reviendra avec les stablecoins. Et de l'autre côté, tu as l'Europe qui a soit rien compris, et je pense qu'elle a bien compris l'Europe, mais simplement, elle est rentrée dans une relation schizophrène avec le grand machin européen qui est très, 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 très loin des objectifs initiaux. Les objectifs initiaux, c'est quoi? L'Europe, c'était faire un marché unique et faire tomber les barrières douanières pour faire un grand ensemble et avec une grande puissance économique qui aurait dû être la première puissance, la première zone économique mondiale. Et quand les États-Unis ont vu ça, ils ont tout fait pour aller casser ce projet avec l'OTAN, ils ont accepté la réunification de l'Allemagne en demandant aux Allemands certains sacrifices et ainsi de suite. Mais Et si surtout tu pour veux, concurrencer la ouais. France, parce qu'il fallait forcément lui trouver un adversaire, parce qu'il faut diviser. Et voilà. Ouais. Et le pire dans tout ça, par exemple, c'est le marché de l'énergie, puisque là, je suis vraiment en plein dedans et je connais bien ce marché maintenant, c'est que la France, qui avait une énergie extrêmement abondante et pas chère, et qui avait un avantage concurrentiel sur les Allemands ont fait le marché européen de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il était hors de question que les Français aient un avantage concurrentiel sur le prix de l'énergie. Et donc, nous, on ne va pas payer maintenant l'énergie beaucoup plus chère à cause des Allemands, mais au même prix que les Allemands. Ouais, ça c'est absolument vraiment C'est vraiment. scandaleux, c'est Mais en scandaleux. même temps, tu vois, je vais te dire,
on peut en vouloir aux Allemands, mais avant toute chose, il faut en vouloir à ceux qu'on a élus, en fait, parce Bah, que bien sûr, bah, rien ça. n'a été possible. Et d'ailleurs, moi, tu sais, je fais pas de morale en général. D'ailleurs, je devrais peut-être un peu des fois, mais moi, je vois surtout les rapports de force. Donc, je comprends les États-Unis qui font tout pour diviser l'Europe et pour lui retirer la moindre dose de pouvoir et de souveraineté. Je comprends la Russie, la Chine qui font pareil en Afrique notamment. Je comprends l'Allemagne qui défend ses intérêts, notamment sur l'automobile, etc. Juste, j'arrive pas à comprendre pourquoi nous, en France, on défend assez peu finalement l'intérêt de la France. Ouais. On peut parler d'Alstom, on peut parler du marché de l'énergie, on peut parler de tout ça. Et en vrai, tout ça, ça dépend aussi de ceux pour qui nous votons et des médias, comment ils nous les présentent. Quoi. Mais bon. Ouais, mais Technip, on parle pas de Technip qui était une pépite dans le domaine pétrolier, on parle Ouais. pas d'Alcatel qui a été une pépite dans le téléphone, ainsi de suite. Et si tu veux, faut quand même être, quitte à être politiquement incorrect, hein. Oui, L'Europe avait une énergie, on n'est pas on avait monétisé. une énergie peu chère grâce au gaz russe. On avait une énergie peu chère. Il est évident que à qui on achète le gaz aujourd'hui, c'est aux Américains. Donc me dire que la guerre en Ukraine, c'est uniquement ce salaud de Poutine qui est allé décider d'envahir, je pense que c'est une vision simpliste. Je pense que Oui, dire que c'est ce salaud de Poutine qui est allé envahir l'Ukraine, je pense que c'est une vision simpliste. Je dis pas qu'il est innocent. Je dis que il y a pas, c'est pas d'un côté le bien, de l'autre côté le ouais. mal. Non, Je mais ça, pense qu'il sur y a un, ça, il y a un on vrai sera sujet vraiment là-dessus. d'accord. Voilà. En Et fait, en gros, l'énergie rejoint la monnaie, hein. L'énergie rejoint la monnaie. Pierre Noisa est le meilleur là-dessus, mais absolument. l'énergie et la monnaie sont intimement liées. C'est ce que moi, j'avais pas compris dans mes cours d'éco et que Bitcoin m'a permis de comprendre. Ah ouais, ouais. En fait, on résume hein, en disant que grosso modo, hein, la monnaie, c'est finalement de la création de valeur fondée sur le temps et l'énergie. C'est ce qui te permet de créer justement cette valeur-là. Mais tu as raison, on avait reçu d'ailleurs dans l'émission Pierre, il reviendra, j'espère, avant la fin de l'année pour faire une petite mise à jour. Ça fait du bien parfois voilà, de se reprendre, de se remettre un peu dedans. Bon, merci en tout cas, Louis-Alexandre, pour voilà, ce petit tour d'horizon qu'on pourrait évidemment continuer encore pendant des heures. Mais on va parler un petit peu gestion de patrimoine Oui. et peut-être d'abord et comprendre c'est quoi la gestion de patrimoine. Parce que c'est un mot qui fait un peu peur. On a l'impression que ça ne nous concerne pas parce que c'est que pour les très très riches, etc. C'est quoi le scope, le spectre de la gestion de patrimoine voilà, assez rapidement pour poser un peu les bases. En fait, la gestion de patrimoine, c'est la capacité que l'on a de euh, créer quand on l'a pas, ou de gérer ce qu'on a reçu. Donc créer quand on n'a pas de patrimoine, ça veut dire j'ai un flux. Et dès le départ, qu'est-ce que je fais de ce flux pour que le flux me permette de constituer un stock? Donc la gestion de patrimoine, c'est gérer ses flux et gérer ses stocks. Et pour gérer ses flux et gérer ses stocks, on le fait dans un environnement qui est économique, puisque c'est au début, c'est ça, hein, j'ai un salaire ou j'ai un revenu, comment je peux en mettre un peu de côté. Je prends des décisions d'investissement qui sont bonnes, et bien à ce moment-là, mon stock augmente. Et ensuite, je le fais dans un environnement fiscal, qui est celui de la France, particulièrement complexe. Dans un environnement social, j'ai des charges sociales en France, particulièrement élevées. Dans un environnement juridique, tu vois, je choisis de partager ma vie avec quelqu'un, d'avoir des enfants avec lui. Est-ce que je me marie, est-ce que je me marie pas? Euh, voilà, c'est tout un. J'exploite un métier, je le fais en tant qu'indépendant. Quelle structure? Donc la gestion de patrimoine, c'est une gestion fine des flux et des stocks pour que le maximum de mes flux se transforme en stock et que mes stocks fassent le maximum de flux, parce qu'à un moment donné, j'aurais besoin que mes stocks fassent des flux. Très clair, Voilà. merci pour cette définition. Alors, quel type de clients tu vas avoir particuliers, professionnels, des familles avec qui tu bosses? Alors on est une dizaine hein, maintenant, donc on est des multispécialistes. Tu vois, j'ai quelqu'un qui a passé 10 ans en société de gestion, donc qui est spécialisé des marchés financiers. J'ai une notaire, donc quelqu'un qui a eu la formation de notaire et gestion de patrimoine. C'est des gens donc sur les cryptos. Et donc par rapport à ça, on a donc la capacité de gérer des petits besoins qui sont sur une demi-heure de consulting. 150 euros, voilà, on résout pas une question. On est capable, dans beaucoup de patrimoines qui sont des entrepreneurs, des familles, des choses comme ça, de dire on fait un audit initial, qui est de dire on fait
l'analyse du patrimoine à la vue des objectifs. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas faire d'analyse. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où aller, disait Sénèque. Donc, il faut savoir c'est quoi les objectifs pour pouvoir analyser un patrimoine. Ça vaut entre 2500 et 10 000 euros selon les patrimoines. Et puis après, tu as les abonnements et puis tu as les placements. Donc aujourd'hui, on a des petits patrimoines qui sont plutôt gérés par ou assistés par nos collaborateurs. Et moi, personnellement, je me concentre sur des patrimoines qui vont entre 3 et 30 millions. On n'a pas, on a quasi, c'est quasiment, on n'a pas de patrimoine de plus de 30 millions aujourd'hui, peut-être demain. Et moi, je me concentre là-dessus en même temps que la direction générale. Et puis, je gère aussi Montagne Énergie qui est à côté. Donc, on est capable de s'adresser à tout le monde, mais quelqu'un qui n'aurait pas de flux et pas de stock, bah, c'est compliqué de l'accompagner. Par contre, quelqu'un qui a pas de stock et des gros flux ou du stock et pas de flux, ben voilà, s'il n'y a pas de Très souci, on clair. est capable de l'accompagner. Ok. Alors, revenons un peu à la monnaie et j'allais dire, aux valeurs refuges. On a Oui, l'euro, parce qu'on est en France, hein, donc on a en Europe, on va dire. On a l'euro, on a le franc suisse, on a l'or, oui, on a Bitcoin, oui, par exemple. oui. Il y a peut-être d'autres choses, d'ailleurs, tu nous diras. Qu'est-ce que toi, tu préconises vraiment de façon fondamentale? On parlait de diversification tout à l'heure. Prenons pas un cas d'espèce en particulier, mais si on parle au moins des actifs, Oui. qu'est-ce que toi tu recommandes? Parlons même pas de proportion parce que ça doit dépendre des objectifs, etc. Mais qu'est-ce que tu recommandes, toi? Alors d'abord, je pense qu'il y a un sujet qui a fait beaucoup débat, notamment par rapport à tout un tas de gens qui sont arrivés sur la gestion de patrimoine sur les réseaux sociaux. Je pars du principe que les gens qui disent qu'il ne faut pas avoir de résidence principale font une erreur, non pas, font une erreur de jeunesse. Quelqu'un qui arrive à la retraite sans sa résidence principale est quelqu'un qui se retrouve souvent en état de stress. Et donc, comme nous, avec l'expérience, parce que moi, ça fait 30 ans que je fais de la gestion de patrimoine, j'ai vu cet état de stress arriver pour des gens qui sont à la retraite sans résidence principale. Je pense que c'est une connerie de pas être propriétaire de son logement quand on arrive à la retraite. Voilà. Bon, je passe sur ce sujet, mais c'est important de débunker. Le stress de quoi? De ne pas pouvoir payer le loyer, Ouais, 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 le stress de devoir quitter un appartement et de ne pas pouvoir en trouver un autre parce que bah, ouais. on n'a pas forcément le bon dossier. C'est ça dont tu Ouais, parles? c'est ça, ouais, exactement. Et puis tu vois, tu as un problème de santé, tu dois arbitrer entre ton logement et tes soins et tout. Enfin, il y a vraiment des sujets où, si tu veux, c'est un stress qui est très profond, si tu veux, c'est Ouais. très profondément ancré, et donc on voit les gens pas du tout à l'aise avec ça. Donc la Euh, résidence principale, c'est surtout une question de sérénité plutôt qu'une ouais, question de constitution de patrimoine ou de prise de valeur. exactement. Et à D'accord. la limite, tu t'achètes un appart où tu veux, tu le loues pendant toute ta vie, mais tu sais que le jour de ta retraite, ben, tu pourras prendre cet appartement, enfin, tu fais en sorte de pouvoir le récupérer. Ok. Et voilà. Donc ça, c'est un point de base. Après, en termes de patrimoine, j'ai la conviction, j'ai acquis la conviction, je me suis forgé la conviction au fur et à mesure qu'un patrimoine sans Bitcoin est un patrimoine déséquilibré. Voilà, on peut plus avoir un patrimoine sans Bitcoin. Bien sûr qu'on peut dire que c'est pour des questions de performance des 15 dernières années, puisque c'est l'actif le plus performant des 15 dernières années. Les 5 dernières, c'est Nvidia. Mais en tout cas, pour tout ce qu'on a dit dans ses capacités, dans ses qualités de c'est un actif qui est décorrélé des autres actifs, c'est un actif qui est souverain. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, on ne peut plus avoir un patrimoine sans avoir de Bitcoin, sans se constituer une réserve de Bitcoin. Voilà. Ensuite, l'or est un actif qui ne produit pas de revenus, mais qui a aussi sa capacité dans deux aspects des choses. D'abord parce qu'il a tendance, dans un monde qui crée de la monnaie à outrance, de conserver de la valeur. Et dans un monde en crise, si j'ai des pièces d'or chez moi, j'ai une monnaie alternative, mais je ne pourrais pas la transporter sur de longues distances, contrairement à Bitcoin. Enfin, dans les monnaies, dans la guerre des monnaies, si on parle du franc suisse, le franc suisse par rapport au dollar ou le franc suisse par rapport à l'euro, sur les 30 dernières années, même sur les 40 dernières années, il faut savoir que euh, j'ai une perte de valeur du dollar de 2,9% par an par rapport au franc suisse et une perte du franc puis de l'euro de 2,8% par an par rapport au franc suisse. Donc, tu vois, voilà pour les valeurs de réserve, si je puis dire. Attention, le jeu des monnaies, c'est souvent un jeu. Il faut faire très attention, c'est souvent les portes de saloon. Quand on rentre dans une monnaie, on rentre pour du long terme. Regardez, tous ceux qui sont rentrés en dollar avec Trump ont pris la porte de saloon dans l'autre sens. Faut savoir qu'on a un dollar qui a baissé de 12 à 15% depuis l'arrivée de Trump au pouvoir.
Les gens qui n'avaient pas su lire entre les lignes de son programme ont été pour leur compte, mais enfin, on va dire 90% des gens se sont trompés là-dessus. Voilà pour ça. Et alors, Donc, je pense que, oui. petite question un peu polémique, et encore, Mhm. je crois qu'on en a vu d'autres. Est-ce que tu penses, comme certains, que l'euro est voué à mourir dans sa conception, dans le fait, pour reprendre un peu les arguments de ceux-là, hein, dans le fait qu'il réunit une zone de pays avec des économies qui sont complètement différentes, qui ont des objectifs qui sont complètement différents. On a dans ces pays-là certains qui souhaitent aller vers plus justement de souveraineté, notamment monétaire. Et puis surtout, on a une monnaie qui n'est utilisée que par cette zone-là, puisque il y a très peu d'échanges qui se font en euros en dehors de la zone euro. Ouais, est-ce que toi, tu es de cela et donc préconiser finalement une sortie de l'euro par la France, par exemple? Donc là, on arrive sur le terrain politique, mais ce n'est pas inintéressant. C'est quoi ta vision de l'euro, toi, avec le recul que tu as justement? En fait, j'aurais une réponse de Normand qui dirait oui et non. J'aurais une réponse de Normand. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette monnaie a été imposée pour des raisons politiques et aujourd'hui, on l'est quasiment imposée par la force. Et plus ça va aller, plus elle sera imposée par la force et on le verra avec l'euro numérique. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une perte de liberté avec le passage à l'euro numérique et je pense que l'euro ne sera pas un élément de progression des libertés en Europe, malheureusement. Et je pense aussi que nous sommes dans des zones économiques qui montrent des résiliences ou des faiblesses ou des forces à des moments différents entre les uns et les autres. Et le fait de ne pas pouvoir dévaluer, gérer sa monnaie comme on l'entend, est une vraie connerie. Après, je vais vous dire une chose, c'est heureusement que la France, elle emprunte en euros et pas en francs, parce que j'espère sa dette, elle serait beaucoup plus chère aujourd'hui si elle devait emprunter en francs. Le deuxième Parce point, que, c'est pour... alors, pardon, parce que ce qui est évident pour toi n'est pas forcément pour tout le monde. Quand tu dis ça, c'est parce que lorsqu'on emprunte en euros, ça dilue un peu le risque du créancier, Oui, parce que ça oui. dépend de combien il y a de pays dans la zone euro, 20, 5, je ne sais plus. Bon, Ouais, en fait, si tu veux, c'est autre chose. c'est plus subjectif qu'objectif, puisque le risque, il est bien le risque du pays. Mais ce pays fait partie d'un ensemble de pays, et la France est quand même un des éléments majeurs, si ce n'est moteur, de l'Europe. Donc, si tu veux, si tu n'as plus l'Allemagne, si tu n'as plus la France, il n'y a plus l'Europe. Et donc, pour ces raisons-là, où les gens n'intègrent pas qu'il puisse y avoir une sortie de la France ou de l'Allemagne de l'Europe, on va dire que le taux que paye l'Allemagne ou la France quand elles émettent de la dette, il va être influencé par leur appartenance à l'euro. C'est-à-dire l'Allemagne, elle paye un peu plus cher qu'elle devrait, et la France, elle paye un peu moins cher qu'elle devrait. Parce que Voilà ça nous ramène aujourd'hui. à la crise de la dette en Grèce, par exemple, où Oui, les marchés, à ce moment-là, il y a eu une incertitude sur est-ce que l'Europe va sauver la Grèce ou pas. Finalement, oui, c'est ce qui s'est passé. Et c'était qu'un pays, un petit pays par oui, rapport exactement. notamment à la France et l'Allemagne. Et nous avons payé, nous, Européens, 30% de haircut grec. Hein. C'est nous qui l'avons payé, nous, C'est quoi Européens. Hein. Haircut? Haircut, c'est une coupe de cheveux, c'est-à-dire qu'en fait, la dette, en disant ah oui, votre dette est à 140, enfin 105, 140%, je fais un haircut, c'est-à-dire 30% de 140, ça fait 42, allez hop, votre dette, elle est plus qu'à 98% de ce qu'elle était. Ouais, donc Vous on ne a devez plus de... accepté de ne pas se faire rembourser de Ouais, 30, une remise de dette. C'est comme, tu sais, ouais. quand tu dois de l'argent aux impôts et que tu fais une demande de remise de dette à titre gracieux, et l'État peut te dire, OK, vous nous remboursez que 70%, quoi. Alors, c'est l'État, Un c'est trop rare perçu, qu'il dise par ça tout de suite. exemple. C'est sur les pénalités, par exemple. Il Non, mais te ça dit peut être ça. sur un trop perçu, par exemple. Ah oui, 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 oui. Dans le cas où tu touches de façon indue pas une prestation Oui, oui, quelconque. oui. Alors, non, je te dis ça parce que je suis en plein dedans. Bon, Où tu d'accord. peux demander à l'administration. Voilà. Mais bon, c'est juste pour imager, hein, on a bien compris. Ouais. Et donc, donc, je pense que si tu veux, l'euro, si j'étais par exemple aujourd'hui ministre des Finances, je réfléchirais à deux fois parce qu'il y a petit un, le coût de ma dette pourrait s'envoler. Et ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que je suis en capacité de le faire? Donc, si j'étais ministre des Finances à la Milei, oui, je demanderais une sortie de l'euro de la France. Pourquoi? Parce que mon premier budget,
c'est un budget équilibré. Donc, ça veut dire qu'un premier budget équilibré, ça veut dire que tu ne crées plus, tu n'empiles plus de dettes, ça veut dire que l'année suivante, tu as déjà moins à rembourser. Et si tu as une orthodoxie monétaire, tu peux décider de sortir de l'euro et à ce moment-là, tu auras un bénéfice. Mais dans l'état actuel des choses, tu ne peux pas sortir de l'euro étant donné le fait que tu crées de la dette année après année. Ouais. Mais Donc, en tout en cas, gros, c'est une possibilité possible. à moins de passer le budget à la tronçonneuse Oui. et de façon même sanglante pour Pas beaucoup. sanglante, si tu veux. En fait, le problème que l'on a, c'est extrêmement simple. Allégeons les charges des entreprises, supprimons des impôts pour supprimer des fonctionnaires. En fait, aujourd'hui, si tu veux, Les c'est on crée fonctionnaires, des c'est le impôts. choix. Et ça veut Ouais, dire non, qu'il attends. Moi, aujourd'hui, si demain, si tu me baisses mes charges de 60%, j'embauche du monde. ouais. Moi, Tu vas aujourd'hui, quand embaucher tu les vois les fonctionnaires charges, qu'on va virer, en gros. je sais pas, mais il y aura des gens qui vont moi, s'il y a un fonctionnaire qui est quelqu'un qui sait tenir un budget, qui a quelques capacités, je peux très bien embaucher quelqu'un, un administratif chez moi à faire des choses. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que on crée des impôts, trop d'impôts, on crée des exonérations de charges que le communiste, l'humanité paye avec nos impôts dit que ce sont des cadeaux aux entreprises ou ce sont des paiements aux entreprises. Non, c'est des allègements de charges, c'est des impôts qu'on ne paye pas. C'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Bon, eh bien, aujourd'hui, supprimons la complexité absolue de notre système. Et à ce moment-là, on va pouvoir permettre de faire quoi? On va pouvoir permettre d'alléger les charges, on va permettre de libérer les entreprises, dire, oh, on va embaucher du monde. On va en embaucher du monde. Mais donc, il faut effectivement faire les choses de manière drastique et de manière violente. Ça ne se fera pas. Ouais. Quand je dis Ça ne se sanglant, fera pas c'est à des, justement à des parce que petits. il y Ouais. aura des gagnants, il y aura forcément des perdants. Oui, Et ceux-là, médiatiquement, souvent, ils ont plus la parole, les oui, potentiels perdants. C'est pour ça que quand je disais sanglant, c'était un peu avec ironie. Dans le fond, oui. je suis évidemment, tu sais, moi, je suis un partisan du Doge et des positions de Sarah Knafo sur la diminution des dépenses pour défendre le droit des LGBT en Irak, tu vois. Donc, j'ai pas de problème par rapport à ça. Oui. Mais plus structurellement, je vois ce que tu Mais veux je suis. dire. Tu vois, Pense- Alain Madelin, qui est un garçon qui est très intéressant, ça a été un ministre dans les années 90, Ouais, un c'est ministre passionnant qui a été capable de démissionner au moment où il vrai. n'était pas d'accord avec les gens. Alain Madelin, il est bitcoiner, tu vois. Et c'est un ministre qui était libéral. C'est le dernier ministre qu'on a eu libéral avec Renaud Dutreil un petit peu. Et ils sont des gens qui avaient fait à l'époque énormément de bien à l'économie française. Donc, je sais que j'ai des questions sur le Lombard et tout ça, donc il ne faut pas qu'on Voilà. on traîne trop T'inquiète, là-dessus. c'est prévu. Je finis sur la partie, voilà, quand même. Pourquoi je passe un peu de temps sur l'euro, sur tout ça? Parce que comment tu arrives à convaincre quelqu'un de convertir une partie de son assurance vie où il y a des gens, ils ont des centaines de milliers d'euros sur les comptes courants. Donc, comment à Oui. un moment donné, tu dis aux gens, attention, parce que garder ton argent en euros, alors certes, tu subis l'inflation, tout ça, mais aussi bah, tu fais peser un risque parce que l'euro en tant que monnaie n'est pas forcément peut-être la plus fiable à long terme. C'est pour ça que je te posais cette Alors, question. comment tu fais dans ces cas-là quand par exemple, on a des gens, là, par exemple, j'ai des clients qui ont un certain patrimoine, ils ont 11 millions sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Luxembourgeois, pourquoi? Parce que je peux être dans des titres vifs et des titres directs. Donc, à la limite, je m'en fous que l'euro se casse la gueule. Si le gars, il a une dette d'un brasseur hollandais, d'une société industrielle suisse ou de Nvidia, si tu veux, que l'euro se casse la figure, c'est pas le sujet. Tout ce que mes clients ont de moins en moins et depuis longtemps, on a fait ça depuis 2011, on a diminué les fonds euros, c'est-à-dire que les trucs qui sont la dette mal foutue là qui est dans les contrats. Donc ça, on a supprimé de plus en plus. Alors bien sûr, les contrats bougent un petit peu, mais ça, on l'a enlevé. Pourquoi? Parce qu'on préfère de plus en plus, c'est sur des titres vifs. Donc on est de moins en moins dépendant de l'euro quand il y a un sujet. Mais on a aussi dans les contrats luxembourgeois intégré du franc suisse et de l'euro dans ces contrats, parce que les contrats luxembourgeois, qui sont accessibles à partir de 250 ou 500 000 euros, nous permettent d'avoir de la multidevise dans le contrat de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus souple Ouais. que dans un contrat Et d'assurance vie français. j'avais entendu dire il y a 15 ans, mais je ne sais pas si c'est toujours le cas, qu'il y avait aussi une insaisissabilité des fonds du duché du Luxembourg. Ça, c'est un argument qui était mis en avant à ceux qui vendaient des contrats d'assurance vie au Luxembourg. Est-ce que ça, c'est le cas toujours aujourd'hui ou... Je pense qu'aujourd'hui, c'est
si une commission rogatoire qui décide de la saisie de tes fonds parce que tu as une affaire au pénal, les fonds sont saisis. C'est plus compliqué, mais les fonds sont saisis dans le cadre d'une procédure judiciaire. Dans le Ouais. cas où il n'y a pas une procédure judiciaire, c'est plus compliqué. Par contre, si tu es au Luxembourg, il faut vraiment être au Luxembourg. C'est-à-dire, si tu ne te mets pas au Luxembourg dans une filiale d'une compagnie d'assurance française. Non, il faut que la Tu compagnie soit choisis une une compagnie. compagnie luxembourgeoise, une compagnie suisse, une compagnie allemande, mais tu choisis pas la filiale de BNP, quoi. Alors, on finira par le Crédit Lombard, donc ça, restez avec nous parce qu'il y a plein de questions là-dessus. Mais d'abord, parlons diversification, justement. Mm. Tiens, pour celles et ceux qui nous écoutent, question un peu facile, mais s'il te plaît, prête-toi au jeu. Pour un patrimoine, allez, standard, quelqu'un qui n'est pas ultra fortuné, quelqu'un qui est voilà, dans la classe moyenne, etc. Allez, c'est quoi la proportion entre actions, obligations, crypto, bitcoin, voilà, au couteau, hein, vraiment, tu Oui, nous oui, coupes ça oui, au couteau, oui. Alors, bien sûr en précisant à tout le monde que ce n'est pas un conseiller en investissement et que surtout rien ne vaut une étude personnalisée. Mais en gros, merci. Euh, donc, rien ne vaut une étude personnalisée et c'est au couteau et c'est pas un conseil d'investissement. Alors, le français, il aime pas perdre. C'est ça qui est terrible, c'est que quand on conseille des Français, c'est souvent leur hausse, c'est notre perte. Maintenant, une fois que j'ai fait passer ce mouvement d'humeur, l'investisseur américain, il a compris que les actions, c'était la meilleure performance à moyen long terme. En France, on l'a pas toujours compris. Donc, je dirais aux Français qui est plutôt prudent, dépassez pas 50% d'actions. Faites très attention aujourd'hui à la problématique obligataire parce qu'il se pourrait qu'on ait un événement sur les obligations et que, comme en 2022, ça soit sanglant. Hein. Ne pas oublier que les portefeuilles obligataires en 2022 ont fait -16. Donc, un portefeuille obligataire que tu avais investi fin 2021 n'est toujours pas revenu en territoire positif. Donc, je dirais que si moi, je vous conseillerais non pas d'être à 30% d'actions ou 20% d'actions ou 10% d'actions comme les Français, mais de monter à 50% d'actions pour peu que vous ayez 7 à 8 ans minimum devant vous, mais c'est là où vous ferez les meilleures perfs. Derrière, 20-30% d'obligations. Ensuite, aller chercher de l'infrastructure de production d'énergie, parce que ça va vous donner quelque chose de 5 à 6% pendant 6-7 ans. Et là, il n'y aura pas la problématique du crack obligataire. Donc, vous aurez une production, vous aurez une infrastructure qui va vous donner une performance régulière. Gardez un tout petit peu d'argent pour le love money ou alors le private equity, c'est compliqué, mais enfin, tout ce qui est, on va dire, hors scope. Puis, mettez à minimum 5% dans Bitcoin. C'est un patrimoine aujourd'hui doit avoir entre 2 et 5% de Bitcoin dans son patrimoine. Et dans ce que j'appelle la location Bitcoin, si vous voulez mettre 80% de Bitcoin et 20% d'autres choses, mettez 20% d'autres choses pour vous amuser. ok. Et enfin, ayez une poire pour la soif en or ou en francs suisses. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter du franc suisse sur Revolut, vous pouvez acheter du franc suisse sur des banques en ligne qui vous donnent quasiment pas de frais enfin très peu de frais de tenue de compte et ainsi de suite. Et c'est des choses que vous avez sous la main en cas de pépin, pour moi, qui sont des réserves de valeur. Ok, merci beaucoup Ok. pour cette, disons, répartition un peu type, hein, évidemment. Et je pense que ça peut faire réfléchir beaucoup des personnes dans l'audience qui peut-être ont 50% en crypto et Non, mais peut-être. ça, je parle d'un classique, hein. Non, Je non, mais je parle sais. voilà, de vraiment quelqu'un Et c'est classique. intéressant de revenir des fois aux fondamentaux parce que nous, tu sais, on est tous on est beaucoup des dégènes. Hein, Oui. on a décidé de mettre all-in sur la crypto et après on se plaint quand notre patrimoine est divisé par 5. Bah oui, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais bon, il en faut aussi. Alors, parlons justement de ce Crédit Lombard. Alors, bon, le Crédit Oui. Lombard, je l'ai vu arriver sur LinkedIn il y Mhm. a quelques mois de cela, comme une espèce de révolution. Tout le monde n'a parlé que de ça, les avocats, les gestionnaires de patrimoine, les influenceurs. Il y a eu la mode du Crédit Lombard. Et moi, je t'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai pris beaucoup de précautions par rapport à ça. Genre, au début, vraiment, je me suis dit, ça sent l'arnaque. Tout le monde en parle en même temps. Tout le monde. Et je me suis dit, je vais ni en parler ni m'y intéresser tant que j'aurais pas vraiment compris les enjeux, les risques, la réalité, etc. Donc, je t'avoue que je prends des pincettes avec ce sujet, mais je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Alors, d'abord,
Et si tu veux bien, est-ce que tu peux nous expliquer déjà, c'est quoi ce Crédit Lombard et pourquoi on en parle depuis 6 mois comme si c'était un truc révolutionnaire? Alors, j'ai écrit un long article pour Richard Détente dans sa revue de juin, non, de juillet, et qui est publié en ce moment. Donc, je pense que j'en aurai une version un petit peu édulcorée sur mon blog, où je reviens sur toute l'histoire du Crédit Lombard. En fait, bon, Lombard comme les banquiers Lombard, qui ont fait du prêt sur gage au départ au XIIe et XIIIe siècle, notamment dans les foires, dans les foires européennes qui permettaient aux marchands de récupérer de la liquidité en contrepartie de marchandises qui étaient mises en gage. Puis après, on les a vus arriver dans la cour des rois de France, notamment dans la cour de Louis XI et ainsi de suite. Et puis ils sont devenus indispensables pour apporter un peu de liquidité. Euh, le sujet aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas conscience que c'est quelque chose qui a été très développé par les Suisses au XXe siècle, parce qu'en Suisse, avec l'impôt sur la fortune, de plus en plus, les gens ont acheté des maisons et gardé un peu de dette, parce que quand tu étais à l'impôt sur la fortune, c'était l'actif moins le passif. Et donc, très souvent, les gestionnaires de fortune suisses avaient conservé cette possibilité. Mais toi qui as fait de l'assurance vie comme moi, tu sais, quand tu avais un contrat d'assurance vie, tu pouvais faire une avance sur ce contrat d'assurance vie. On parlait Et en de faisant une avance, nantissement. On peut nantir son assurance vie, c'est la même chose. en fait, son contrat d'assurance vie, exactement, il était nanti par l'assureur. Il disait, voilà, vous avez 1 million sur le contrat, 1 million de francs, ben moi, je vais vous prêter 500 000 avec un taux de machin, et puis à la fin, vous me le rembourserez. Donc, c'est une avance sur ton patrimoine. Le Crédit Lombard, c'est une avance sur le patrimoine. Et C'est on comme, s'est s'est fait est-ce qu'on peut comparer ça, tu sais, quand on joue au Monopoly et qu'on décide d'hypothéquer sa maison, oui. comme ça nous permet de récupérer du cash. Et puis ensuite, quand on va un peu mieux, on rembourse l'hypothèque et on récupère la propriété pleine et entière du bien. C'est un peu pareil? Plus simple, puisque de toute façon, il n'y a pas un acte juridique comme une hypothèque. La plupart du temps, si tu veux, c'est beaucoup plus simple. C'est on te donne ton argent, si tu veux pas l'embourser, on te le pique. Donc, il n'y a pas de sujet. Puis surtout, il y a la problématique des appels de marge. J'ai 1 million tout en actions, on me prête 500 000, les actions font moins 60. Bah, à ce moment-là, j'ai tout perdu, puisque si je peux Voilà. pas répondre à l'appel de marge, j'ai tout perdu. Donc, ça s'est fait beaucoup au XXe siècle, essentiellement en Suisse, et c'est garder le nom de prêt Lombard. Et on l'a vu arriver dans la gestion de fortune dans les années, moi je l'ai vu arriver dans les fin des années 90, ça a commencé à se généraliser dans la gestion de fortune, et notamment on l'utilisait, faut pas le dire, mais pour optimiser le plafonnement de l'ISF. Si tu veux, les gens qui avaient payé beaucoup d'ISF et qui avaient peu de revenus étaient plafonnés. Il y avait un plafonnement à 75% des revenus. Donc, qu'est-ce que l'on faisait? Pendant 3 4 ans, les gens vivaient à crédit avec un prêt Lombard, donc ils n'avaient pas de revenus. La quatrième année, ils faisaient un rachat où ils se distribuaient des fonds. À ce moment-là, ils étaient taxés, ils payaient l'ISF une année, et puis on recommençait comme ça. Donc ça, c'est des structurations qu'on a faites à une époque dans les années 2000. Et puis, les bitcoiners sont devenus des gens riches. Et donc, par rapport à des gens qui avaient eu un patrimoine qui avait vachement monté, les banques suisses ont dit, bah, si vous voulez, on peut vous faire une avance sur vos bitcoins. Et vous mettez vos bitcoins en garantie chez nous. Attention, la manière dont ils sont mis en garantie. Et en contrepartie, on vous paye, on vous donne 20 ou 30% d'avance. Ce qui est arrivé ces derniers mois, c'est qu'il y a une banque suisse, je ne nommerai pas, qui met en avant une plateforme de trading, de placement et de choses comme ça, et qui a identifié que les bitcoiners pouvaient être une super clientèle pour eux. Parce que les gens pensent qu'on va faire un prêt Lombard pour s'acheter une Lambo, alors que la plupart du temps, on fait un prêt Lombard pour faire de l'effet de levier, pour s'exposer plus. Je prends un exemple simple. Avant, moi, ce que j'ai fait avec des clients qui avaient des fonds en Suisse, tu vois, et on leur en place 10 millions, on fait un prêt Lombard de 3, et du coup, le prêt sur 3 millions, il va coûter, je sais pas moi, 2% ou 3% d'intérêt, mais ces 3 millions que l'on emprunte, on est capable de les placer à 7. Et donc, on va avoir un différentiel de performance sur de l'argent qu'on n'avait pas. Bon, et bien là, donc ça, c'est de l'effet de levier, c'est des choses qui se font souvent. Là, les gens pensent que quand j'ai du Bitcoin et que je veux dépenser sans vendre mon Bitcoin et sans être taxé à la plus-value, je vais mettre mon Bitcoin en garantie, je vais récupérer de la liquidité, et avec la liquidité, je vais vivre. Je vais m'acheter ci, je vais m'acheter ça. Alors, une Lambo, non, les bitcoiners n'achètent pas des Lambos, ils achètent plutôt des Tesla, et je vais acheter ma Tesla sans vendre mes bitcoins et sans être taxé à la plus-value. Jusqu'au 30 avril 2025. Cette opération de mise en garantie entraînait la fiscalisation de la somme mise en garantie.
Je l'ai rappelé à plusieurs reprises parce que les gens l'avaient oublié. Depuis le 1er mai 2025, si tu respectes les conditions de la loi, tu n'es pas soumis à l'impôt sur la plus-value sur ce que tu mets en garantie. Attention, il faut bien respecter ce que dit la loi. Et avec ça, on va te donner du cash. La banque, elle a envie que le cash qu'elle te donne, entre guillemets, elle puisse le placer. Elle ne veut pas forcément que tu fasses des dépenses. Donc, si tu le places, tu as un taux pas trop élevé, un taux d'emprunt pas trop élevé. Si tu le dépenses, tu peux avoir un taux un peu plus élevé. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que un certain nombre de solutions sont en train de se mettre en place qui vont nous permettre de faire du lombard, donc de l'avance sur du stable, de l'avance sur des cryptos et de l'avance sur des bitcoins. Voilà, là, c'est en train de se mettre en place et à la rentrée, il y aura plusieurs offres concurrentes qui vont arriver. À mon avis, elles seront assez intéressantes, même si aujourd'hui, par exemple, on peut faire des stratégies pour ceux qui ne veulent pas garder des bitcoins purs. Je vous donne une stratégie. Vous avez Lombardly, avec qui on a audité le système qui est vraiment pas mal. Lombardly te donne 90% d'avance sur des stables. J'ai 3 bitcoins. Je vais en faire du CBBTC sur Coinbase. J'utilise Morpho pour ça, tu vois. Je vais avoir du stable en face. Ce stable, je l'envoie chez Lombardly. Donc, imaginons, je suis confiant sur Bitcoin. Je dis, je vais transformer mon Bitcoin à 70% en stable. Et quand je vais chez Morpho, quand je vais chez Lombardly, eh bien, eux vont me prêter 90%. C'est-à-dire que je peux avoir 63% d'avance sur mon Bitcoin. Voilà. Tu vois? Ok, je vois très bien. Donc, en gros, au moment où ça a été annoncé, c'était pas complètement bien ficelé. Donc, faites attention. Voilà, j'ai eu raison, en tout cas, d'être Oui, je ne sais pas si suspect c'est le bon mot, mais en tout cas prudent. Hein, voilà. oui, Mais tout prudent. nous dit que d'ici la fin de l'année, voilà, les choses vont devenir plus sûres. Alors, c'est intéressant. Vas-y. Sachant qu'il y a aussi la question de la garantie. C'est-à-dire que comment tes cryptos vont être garantis? C'est-à-dire, est-ce que tu les mets dans un portefeuille multisig? Est-ce que tu les déposes chez un dépositaire? Quelle est la qualité de ce dépositaire? Quelle est la qualité de la garantie? En fait, comme tu vas plus avoir la capacité de retirer. Ouais. Ouais. Donc là, Voilà, c'est moi, quoi? ce Alors, que qu'est-ce j'aurais que toi, préféré. tu préconises? Passer par un notaire, par exemple, qui va lui Non, détenir les clés, non. non? Non, il peut pas, le notaire peut pas. Non, non, ça va être, si tu veux, ils vont utiliser Fireblocks, ils vont utiliser tout un tas de prestataires pour D'accord. mettre en garantie, pour que ça soit déposé. Voilà. Mais par exemple, quand c'est une banque qui Oui, fait mais ça, il pardon, faut que ça soit mais déposé chez un dépositaire. Oui, oui, mais ce dépositaire, à un moment donné, c'est lui qui va arbitrer le litige de dire on liquide ou on liquide pas. Et, et donc, et à ce moment-là, donc il y a un tiers de confiance par rapport à des conditions qui ont été définies, hein, j'imagine, bien Mhm. sûr. Et là, c'est lui Ouais, qui va activer et qui va ouais, donner l'autorisation de vendre les actifs. oui. Mais c'est pour ça Et que moi, j'ai toujours proposé sur des gens qui avaient un peu de patrimoine de faire des arbitrages différents, c'est-à-dire de faire un multisig. Et si tu veux, un multisig où c'est moite-moite. Et après, tu as des procédures, à utiliser qui vont contraindre hein, de toute façon. Hein. Mais au moins, si tu veux, il ne peut pas y avoir une liquidation sauvage à ton encontre. Voilà. ouais. Cet avantage-là, le fait d'avoir une multisignature avec une partie la banque, une partie toi, fait que si toi, tu valides pas cette signature, et ben à ce moment-là, on ne peut pas te piquer les cryptos. Alors Est-ce après, il que y a la d'autres clé, problématiques dans la multisignature. ben oui, oui, mais c'est ça le problème. Est-ce que la clé, c'est pas le smart contract? C'est-à-dire de faire Bon, une c'est solution accepté. complètement décentralisée dans Oui, laquelle tu as des conditions qui sont définies au départ. Alors, on devra faire appel à des oracles, forcément, pour aller oui, chercher des données, etc. Et ensuite, si les conditions sont réunies, eh ben, ça déclenche la liquidation des actifs. Et donc, on serait sur un crédit lombard complètement on-chain. Est-ce que ça oui. existe déjà? Est-ce que ça, ce serait légal? Ça se développe. Ça se développe et c'est en train de se développer parce que dans le décret que l'on a, effectivement, un smart contract est accepté. La problématique que l'on a, c'est quand les banques font une garantie, délivrent une garantie sur du Bitcoin, par exemple. Pour elles, le Bitcoin est un actif sur lequel il faut être sur-garanti. Ce qui veut dire que c'est pas auprès des banques françaises aujourd'hui que tu peux faire un lombard sur du Bitcoin. Par contre, il y a une manière de contourner ce problème.
puisque cette réglementation va être obligée d'être surcollatéralisée pour la banque, et donc c'est pour ça que les frais vont être un peu élevés. L'idée, c'est d'avoir un fonds de prêt. Je m'explique. Un fonds n'a pas besoin d'avoir de collatéral comme une banque, de fonds propres comme une banque. Donc imaginons qu'ensemble, Jérémy, on crée un fonds, on est tous les deux, on a tous les deux pas mal de pognon, et on crée un fonds et on dit, voilà, on met un fonds de 10 millions qui est un fonds de prêt. Messieurs les bitcoiners, vous allez mettre sur cette adresse vos bitcoins, et une fois que vous aurez mis cette adresse vos bitcoins, moi je vais vous donner 60% de liquidité à 4,5% de frais. Par contre, vous m'autorisez à faire un revenu sur les bitcoins. Et donc, 4,5 ou 5%. Je vais faire donc, avec les bitcoins qui me sont confiés, des revenus de l'ordre de allez, 4 à 5%. Je prends des gens qui sont spécialisés là-dessus. Et donc, mon fonds de prêt, il va être rémunéré par quoi? Donc, toi et moi, on sera rémunérés par quoi? Par les intérêts de l'argent qu'on prête et par les intérêts des bitcoins que l'on a en garantie. Je peux dire c'est super rentable. Ouais, Et l'autre, là, tu arrives avec du restaking ou avec des solutions comme ça, tu peux aller chercher attention, ils t'appartiennent pas. Enfin, tu dois avoir les rendre, les Oui, bitcoins. mais Il faut que tu fasses. pendant que tu les as, tu peux en faire ce que Oui. tu veux ou pas? Oui, mais alors dans des conditions de sécurité qui te permettront de les rendre, hein, parce que Ouais. tu es engagé à les rendre, hein, donc tu fais pas non plus n'importe quoi avec. Tu vas pas dans une poule qui fait Je qui commençais fait 3 déjà à millions. imaginer des trucs, moi. Ouais, c'est pas ça sur une poule où il y a 1 million de liquidité et que tu arrives avec 2 millions, quoi, tu vois. Ok, Euh, d'accord, bon, bon. ça marche. Mais en dehors de ça, si tu veux, je te donne le principe. Et quand tu as un principe comme ça, le premier, c'est que tu t'affranchis de la réglementation bancaire qui te demande des fonds propres monstrueux, 4 fois les fonds propres par rapport à du Bitcoin. Et de Ouais. l'autre côté, tu as un fonds qui est pas mal rentable, donc tu es capable de trouver des investisseurs qui vont te prêter, qui vont abonder ce fonds de prêt. Voilà, ça, c'est des choses qui. C'est Alors, agré quasiment. ouais, c'est en train d'arriver. C'est quelque chose qu'on va voir arriver, à mon avis, en septembre-octobre, là-dessus. On devine que tu es en train de bosser dessus, on devine. Ah non, non, moi, je peux pas. Moi, je suis l'agrégateur de solutions. Moi, si tu veux, les gens viennent voir pour du conseil. D'accord. Donc, moi, je suis l'agrégateur de solutions. Quel que Alors, soit le sujet, il nous j'agrège. reste 3-4 minutes, 5 minutes. Oui, On ne oui. peut pas ne pas parler de ces entreprises qui décident d'émettre des obligations pour acheter notamment du Bitcoin, mais de plus en plus de l'Ethereum là ces derniers jours, Mhm. ou encore voilà, ceux qui veulent diversifier leur trésorerie, par exemple en faisant la stratégie de micro-stratégie qui s'appelle maintenant Ouais. stratégie. Toi, en tant que gestionnaire de patrimoine, est-ce que tu recommandes ça? Est-ce qu'en France, tu penses que c'est une bonne idée? On a vu la boîte qui fait des puces IoT Séquence, qui a levé de la dette pour presque 350 millions, dont l'objectif unique, c'est d'acheter du Bitcoin. Voilà, comme ça, tu sais. Et ils en ont acheté, je crois, 300 hier, et après, ils pensent en acheter 3000 de plus. Bref, ça, comment tu vois ça d'un point de vue de gestionnaire de patrimoine qui bosse aussi avec des entreprises? Et je vois ça comme une capacité de valoriser, enfin, de profiter d'une bulle. C'est-à-dire que quand tu regardes aujourd'hui, ce qui était intéressant avec les entreprises qui possédaient du Bitcoin ou comme Grayscale à l'époque, c'était de pouvoir acquérir du Bitcoin moins cher. Aujourd'hui, quand tu vas acheter des actions de stratégie ou des actions de Mara Holding, par exemple, Marathon hein, Holding, Mara, eh bien, tu vas te retrouver souvent avec un premium, c'est-à-dire que tu vas acheter tes bitcoins plus cher que le prix du marché. Moi, mon analyse, elle est là. Par rapport à des gens qui sont installés, tu vas acheter ça plus cher. Par rapport à des gens qui vont mettre en place la stratégie, la plupart du temps, moi, je me rappellerai toujours, je connais bien les gens de entreparticulier.com qui font une ETF, qui font une boîte basée sur ETF. Quand j'ai eu l'info, bien sûr, j'ai eu l'info plutôt au début de la phase, mais à peu près en même temps que tout le monde, mais plutôt en début de phase. Si j'avais investi, effectivement, j'avais été très réactif, j'aurais pu récupérer une belle performance. Donc, voilà, pareil, hein, énorme risque, argent facile, on va dessus, parce qu'on bénéficie de la hype. Mais c'est une hype. C'est-à-dire que si les gens pensent qu'ils vont s'enrichir avec ces systèmes-là, écoutez, allez-y, mais les mecs, Je te parle du point de vue de l'entreprise. à l'entreprise, eh ben, c'est profiter aujourd'hui, c'est prendre un risque sur un sous-jacent monstrueux qui peut tuer la boîte. Hein. C'est ça. Je m'explique. Je vais lever une dette. Imaginons, Montagne Patrimoine va lever une dette d'1 million, par exemple. Allez, même non, bon, soyons plus ambitieux, 3 millions.
Allez, et on va acheter du Bitcoin. Allez, boum. Avec 3 millions, on va acheter nos 30, allez, peut-être pas 30 maintenant, on va acheter nos 25 ou 26 Bitcoin. Bon, tout va bien. Et on sait que la dette, on va la rembourser dans 3 ou 4 ans ou 5 ans. On a déjà payé les intérêts pendant ce temps. Et manque de peau, le moment où on doit, enfin ça se passe pas bien, Bitcoin est stable comme ça, et puis à un moment donné, Bitcoin fait moins 40 et il faut rembourser la dette. Et là, on a un delta d'un million 4 ou un million 5 qu'on ne sait pas rembourser, et le business classique, lui, il n'est pas capable de le rembourser. Eh bien, j'ai tué ma boîte. Donc, voilà, je te donne la vision. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Je ouais, pense qu'il on ne faut pas ne mélanger les spécule choses. pas avec la trésorerie. Alors, la diversification, même pour la trésorerie d'une entreprise, c'est important. Donc, j'imagine que Oui. tu ne conseilles pas à une boîte de prendre 3-4% de Bitcoin avec sa trésor dont il n'a pas besoin pendant les 8 prochaines années, par exemple. Si, moi, à titre personnel, quand à un Ok. moment donné, j'avais peu de, tu vois, en 2022, 2023, 2022, 2023, ma boîte avait pas beaucoup de trésorerie parce qu'on avait beaucoup embauché, parce que en prévision de la croissance, j'avais embauché. J'ai dit à mes associés, j'ai dit, bon, j'ai tout mis sur Bitcoin et je mets tout sur Bitcoin, la trésor, et surtout, j'en achète toutes les semaines. Ah oui, cette fois, bon, aujourd'hui, c'est bizarre, j'ai pas trop de, on m'engueule pas trop par rapport à ça. Alors, c'est des petites sommes, hein. Toujours pareil. Mais oui, je pense que dans une trésorerie d'entreprise, je pense que enfin, aujourd'hui, mettre du Bitcoin en trésorerie d'entreprise, c'est pareil, c'est une nécessité. Et voire même acheter une ou deux machines de minage parce que j'ai des excédents de trésorerie, c'est une très, très bonne, c'est une très, très bonne stratégie. Mais de là à lever de la dette pour ça et que ça devienne, comme pour stratégie, quasiment une nouvelle activité de l'entreprise, puisqu'il faut bien comprendre, stratégie, c'est devenu une activité, c'est plus Oui, juste bien sûr. voilà, eux, ça permet en fait, ça ouvre un marché énorme à tous ces institutionnels qui veulent s'exposer à Bitcoin, mais qui n'ont pas forcément le mandat, les capacités d'aller acheter du Bitcoin ou même d'investir dans des ETF. Bah, ils achètent des actions micro-stratégie et en fait, ça leur permet d'être indirectement exposés à Bitcoin. Et ça, c'est un business à part entière pour le coup. Mais ça, tout le Ouais, monde. je préfère quand même qu'ils aillent, je préfère quand même qu'ils aillent acheter un ETF Ah bah s'ils peuvent, plutôt ils que, ont tout intérêt. Ah bah oui, oui. ouais. Mais en fait, le problème qu'on a, on l'avait vu à l'exemple de Alliance, qui a Oui, acheté des actions micro-stratégie, c'est qu'on avait oui. regardé, en fait, le conseil d'administration n'a pas le mandat pour aller acheter des ETF. Ils ont pas, c'est pas dans leur spectre d'investissement. Et comme ce D'accord. serait lourd de convaincre le board de dire maintenant, nanani, nanana, ils restent dans leur spectre d'investissement. En l'occurrence, ils peuvent acheter des actions d'entreprises américaines. Et en fait, ça permet de faire l'un sans avoir à bouger le mammouth, quoi. Ça, je sais que Ouais, c'était l'exemple d'Alliance, par exemple. ouais, ouais. Mais bon, tout le monde n'est pas Alliance, quoi. Euh, Ouais, voilà. Merci, T'en Louis-Alexandre. prie, C'était un plaisir. Jérémy. Je ne sais pas si on a tout vu, je pense pas, mais si Non, on mais en a, c'est pas on grave. fera, En tout on cas, fera. c'était une discussion passionnante. On aurait pu passer encore 1 heure et demie de plus. C'est toujours un plaisir. Je vais te souhaiter un bel été. Je ne sais pas si tu prends un peu de vacances. Oui, Oui, vas-y. Tiens, pour faire la transition rapidement, tu as suivi ces histoires de 80 oui, bitcoins qui ont été déplacés après près de 14 ans d'inactivité. Comment oui. toi, et ce sera la transition avec mon invité qui arrive bientôt, comment toi tu vois ça? Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que ou pas du tout? C'est quoi ta position sur le sujet? Si tu en as une. Je dis que déjà, on est beaucoup, enfin, je veux pas être dans ceux qui parlent sans savoir, donc je suis très curieux. Ma conviction, c'est que c'est quelqu'un qui a sécurisé ses bitcoins. C'est quelqu'un qui les a sécurisés parce qu'on sait très bien que les adresses qui ont été créées dans les années 2010, 2011 ont des failles en plus qui sont randomisées. C'est-à-dire que tu peux pas dire que ça soit la même faille partout, la même taille de faille partout. Donc, il me semble, mais je peux me tromper, que c'est la sécurisation mise en scène, une sécurisation de crypto et enfin, de Bitcoin détenue de manière ancienne. Je peux me tromper. En tout cas, c'est soit un exploit cryptographique. Ça, c'est un exploit cryptographique et c'est très beau à voir au niveau technique. Est-ce que c'est un exploit? Est-ce que c'est un vol? Est-ce que c'est l'appropriation de portefeuille? Je ne sais pas. Je vous donne mon sentiment, mais je ne suis pas un super spécialiste. J'ai beaucoup apprécié tout ce que j'ai lu, et notamment, j'aime bien l'analyse de Michel Kazaka, qui est un garçon qui est plutôt
plutôt quelqu'un qui sait chercher les infos sur une blockchain. Je pense que, voilà, peut-être qu'on ne le saura jamais. J'espère qu'on le saura. Je peux me tromper, j'accepte de me tromper, et voilà. Mais je ne veux pas trop m'étendre puisque je fais pas partie des sachants sur ce sujet. Merci beaucoup.